Bonsoir à tous, bienvenue dans ce RS hors série pour vous parler de quelque chose qui me passionne avec BF Goodrich qui m'a fait ce cadeau ultime. On en parle dans toutes les semaines de sport mécanique, mais s'il y a bien quelque chose qui m'anime, c'est le Dakar. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir du coup pour une émission exceptionnelle, mais qui n'est pas une seule émission parce que nous allons couvrir tout le Dakar. Tous les jours, on sera là pour débriefer les étapes, pour voir tout ce qui se passe. Et c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir vous présenter ça. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, des pilotes exceptionnels. Je suis vraiment honoré qu'ils aient accepté de venir ce soir. On va commencer par le côté droit du ring. Sébastien Loeb, c'est un honneur de t'avoir sur le plateau. Merci d'être là sur Racing Stream. Ben, merci à vous. Bon, c'est cool, on va s'éclater. On va pouvoir parler de ce qui t'attend sur cette édition de 2025, sur ton Dacia Sandriders. Et en tout cas, est-ce que la pression est là? Est-ce que déjà sur décembre, on franchit une étape? Déjà, depuis le rallye du Maroc, on ne roule plus parce que les voitures sont reparties directement à l'usine pour être reconditionnées et préparées pour le Dakar. Donc, décembre, je dirais que c'est un peu la période de transition, de préparation physique pour nous, de profiter encore un peu des moments là, de calme à la maison avant d'attaquer le Dakar et où on part fin décembre. Quoi. Ça va être très très cool. En tout cas, on va suivre ça de très près. À côté de toi, un pilote que vous connaissez tous. Il vient de la moto, il est tenant du titre en SSV 2024. Xavier de Soultrès, c'est trop trop cool de t'avoir avec nous ce soir. Bonjour, je suis ravi d'être avec toi. Ouais, c'est très cool. Bon, du coup, chaud, pareil? Eh ben ouais, c'est compliqué. On peut pas, faut garder vraiment beaucoup d'humilité, quoi. Le Dakar, c'est super compliqué. Ça s'est très bien passé l'année dernière. Ouais. Donc on va essayer de reconstruire un bon contexte pour arriver à construire la même chose, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, tu es à la maison du bon côté. Ton team, c'est Sébastien Loeb Racing, Polaris en team usine. Ils te font confiance. Le SSV, c'est quelque chose qui passionne tout le monde. Et je pense que c'est en tout cas, bon, toi, c'est les factories. Mais ça fait partie de ces catégories par lesquelles on peut commencer. Il y a aussi le classique, on va y venir juste après. Mais en tout cas, c'est ça qui est bien avec le Dakar. C'est qu'il y a toutes les catégories et c'est passionnant. Bon choix, en tout cas. Merci, top. Et puis c'est Polaris, RZR, ah bah oui. c'est presque des véhicules d'origine. Donc c'est ça qui est sympa aussi, de pouvoir rouler avec des véhicules à peine modifiés, quoi. Tu nous expliqueras justement ce que c'est les différences entre un stock et ce avec quoi tu roules. De l'autre côté, bon les gars, vous êtes toutes les semaines, je vais quand même vous présenter à la fin Valentin Simonet. Bienvenue aussi dans cette émission exceptionnelle. Toi, tu roules au Dakar classique. C'est très très cool parce que c'est une épreuve, une catégorie qu'on ne connaît pas forcément. Toi, tu es pilote, tu as roulé en GT, tu as fait de la monoplace, tu as une chaîne YouTube, tu es vraiment dans le game et là, tu t'es lancé dans le Dakar classique. C'est une petite pression qui doit monter aussi. Ouais, clairement, je sors de ma zone de confort. De base, moi, je suis un pilote de circuit, donc je suis habitué d'aller chercher le chrono sur des pistes très lisses. Et là, clairement, on a voulu se lancer voilà, un défi sur la chaîne, d'emmener les gens au Dakar. Et le classique était un bon moyen d'y aller, de découvrir, en se mettant un peu la pression du résultat, mais aussi pour découvrir, surtout emmener les gens dans une expérience incroyable. Le gars, il n'a pas le temps, c'est normal. Tu as une année pour apprendre, une année pour non, mais direct. Non, c'est pas ça. Mais t'as raison. Quand on y va, on se donne quand même. Sur la chaîne, on fait plein de trucs pendant l'année. Et c'est vrai que quand on voit à notre niveau le projet Dakar, c'est un énorme projet à notre petit niveau. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, on y va pour rigoler. Et en fait, au fur et à mesure, on a les appels, les trucs, le team, les calls, etc. Cool. Et en fait, on se dit, OK, en fait, on va y aller, on va essayer de tenter un truc. Bah, écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et encore une fois, merci d'être là. Bon, du côté, à côté de toi, Valentin, c'est nos amis, les légendes. Jean-Louis Moncey, comment ça va? Très bien, très bien. On ne parle pas de Formule 1 ce soir. Non, il voulait absolument parler de Pérez qui s'était barré. Voilà, c'est moi qui en parle, mais on n'en parle pas. Il le dit lui-même, alors. Il est fort. T'as vu? Comme ça, hop, ça y est, c'est terminé. Bon, Jean-Louis, tu vas nous parler de l'histoire du Dakar, parce qu'aujourd'hui, on parle de vous, de vos titres, de toutes ces victoires que vous avez pu avoir dans ces différentes épreuves. Mais là, tu vas nous parler aussi, toi, de l'histoire du Dakar et de tous ces grands de cette épreuve. Ils ont précédé ces garçons-là. C'est ça. Bien sûr, ouais. bien sûr. Ça va être passionnant, encore une fois. Mais j'adore. Voilà, il nous raconte les histoires, c'est maestro, c'est Jean-Louis Moncey. Bon, Anthony, oui. Ça va? Très bien. Écoute, moi, je vais raconter des histoires plus modernes. Oui. Voilà, donc on a la légende et j'essaie de suivre ses traces. C'est pas facile, gars. Ah, c'est mini-légende, c'est propre déjà. Oui, c'est ça. Tu vas nous parler de l'édition 2025, le parcours, on va en parler, les épreuves marathon, de tout ce qui nous attend. Des favoris? Oui, évidemment. Favoris aussi, on va parler de vos concurrents, de savoir qui vous fait peur, qui vous redoutez,
Comment ça se passe tout ça? Moi, j'ai cru que tu m'annonçais que tu allais rouler tout à l'heure là sur l'intro. BF Goodrich m'a fait ce cadeau, c'est génial. Non, ça, c'est l'étape 2 du forcing. Ils sont pas loin. Tu peux T'inquiète compter pas. sur moi, Non, c'est mais bon. T'inquiète pas, ça, c'est l'étape 2. Voilà. Merci pour Je peux être ton copilote, attention. C'est très bien cet appel du pied. Bravo, Anthony Drevet. Tu vas rester longtemps dans cette émission. Bon, en tout cas, toi, tu vas nous parler évidemment de cette présentation du Dakar, mais aussi parler de BF Goodrich, de toutes ces années d'expérience, parce que ça fait un moment qu'ils sont là. Ils équipent tous les pilotes, toutes les voitures en Ultimate et en SSV. Donc voilà, c'est quand même une grande marque du off-road. J'avais une énorme voiture radiocommandée chez moi, en taille 1/8, mais il passait pas dans le top case du scooter, parce qu'il y a marqué BF Goodrich, donc j'avais le droit. Oui. Et bon, finalement, j'ai pas pu l'emmener. Bon, tu l'amèneras peut-être sur les émissions quotidiennes. Non, j'aurai toujours ma merguez de C1 qui a. Je t'aiderai. Tu mettras les sandos. Bon, Voilà. Écoute, c'est parfait. Je pense qu'on a bien présenté un petit peu tout ce qui va se passer ce soir. On va démarrer tout de suite avec le Rétro Dakar de Jean-Louis Moncey. Bon, Jean-Louis, tu es très connu dans le monde de la F1. Tu as présenté on ne sait pas combien de grands prix sur la Formule 1 sur TF1 pendant longtemps. Mais j'ai fait, quand il n'y avait pas beaucoup de Grand Prix, j'ai fait 15 ans de championnat du monde des rallyes. C'est ça qui est beau. Et tu as couvert J'ai 6 toujours Dakar. adoré. Ah oui, 7. 7. 7, oui. Incroyable. À la fois un peu pour TF1 et pour l'autojournal à l'époque. Sur place à Paris ou tu t'es Non, là-bas? non, fallait rouler. Non, c'est pas amusant. Non, je roulais avec les photographes de la DPPI, Incroyable. un peu d'hélicoptères, des choses comme ça. Mais c'était vraiment très sympa. C'était vraiment une aventure. On arrivait dans des endroits pas toujours très francs. Ouais. Je vois encore un directeur de course nous dire, bon, vous dormez sur le tarmac de l'aéroport au pied des avions, parce que sinon on va être pillé de tous les côtés. Ah oui, quand même. Bon, oui, de temps en temps la police C'était protégée, de sympa. temps en temps l'armée est protégée dans des pays un peu... On l'a vu, il y a une année, ça a été annulé d'ailleurs en Ah, mais Mauritanie. ça, C'était c'est un chaud, problème ça. politique, mais ça, oui, bien sûr. Il y avait on quand risque même ça. régulièrement, enfin pas régulièrement, mais il y avait des attaques quand même. Oui, il y avait, Ouais. oui, tout ça. C'était ça. Mais bon, c'était en avion, c'est pas comme eux. Ah, mais c'est... Je dis, Mais je trouve ça cool parce que Pour du rouler. coup, là maintenant, le retour au Moyen-Orient, non, c'est pas si c'est Moyen-Orient encore, ouais. Parce que c'est vrai que quand c'était en Amérique du Sud, ça a changé. Et toi, du coup, quand c'est parti là-bas, tu te dis, ah, c'est un peu le Dakar, c'est plus le même. Comment tu le Moi, vois? j'ai pas fait le Dakar Oui, justement. avant l'Amérique du Sud. Hein. Et mais justement, parce que je voyais, je crois que j'étais allé une année pour voir comment ça se passait. Il me semble que c'était la dernière année En Amérique du Sud. pour aller voir comment ça se passait. 2018, un truc Ouais. comme ça. Ah, moi là, Oui, euh, pour voir comment ça se passait. Non, parce qu'après, je l'ai fait. La première fois que je suis allé au Dakar, c'était en spectateur avec un copain. Oui, c'est ça. Ouais. Et, quelle année ouais, bah ouais. Incroyable. Mais en Amérique du Sud, déjà. Ah oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Mais du coup, tu te disais, c'est quand même plus le Dakar. Là, maintenant, on retrouve les dunes. Là, il y a un petit quarter. C'est Ouais, mais un truc de fou. après, moi, honnêtement, l'ambiance Amérique du Sud et tout, moi, j'aime bien. Hein. Ah ouais. J'ai fait des rallyes là-bas. Voilà, ça te rappelle bien. Ça me rappelait le rallye d'Argentine. L'Argentine, oui. On passait par Carlos Paz, on allait manger notre petit morceau de viande, un gros morceau de viande dans le resto où Sort de la course. Ah, on c'est avait cool. l'habitude d'aller avant. Ouais. Les spectateurs étaient fans, ils sont fous de sport mécanique là-bas, donc il y avait une ambiance et tout, c'était quand même cool. En plus, moi, je me retrouvais sur des pistes, beaucoup de pistes par rapport Bien sûr. aux dunes, ce qui était quand même C'est ça ce qu'il terrain. disait beaucoup. Il y a beaucoup de pistes. C'est un peu les spéciales de rallye. C'est ce qu'il disait quand on regardait les Donc, transmissions. Ouais. arrivant du WRC, bon, Ah, t'étais chez- ouais. j'aimais quand même bien. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, c'est différent, c'est une autre atmosphère. Probablement, ça ressemble plus à ce Oui. qui se faisait avant. On est dans des grands espaces, c'est ce qu'ils cherchaient. Hein. Bah, c'est ça. Ouais. Des grands espaces, des dunes, des pistes, il y a un petit peu de tout, mais c'est beaucoup plus ouvert que ce qu'on avait en Amérique Bah ouais. du Sud. Et pour moi, c'est vrai qu'on découvre quand même des paysages super sympas. Sublime. Il y a des beaux endroits et tout, donc c'est cool aussi. Mais le petit avantage que j'avais sur la piste, c'est qu'il a fallu travailler sur les autres secteurs pour être au niveau. Ouais, c'est clair. Et du coup, je pense que tu es connecté, parce qu'on m'a dit que ça y est, c'était revenu. Est-ce que Christian, tu es là? Bien sûr. On a Christian bien sûr, Lavet, mais bonsoir. tu l'as. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais pourquoi on n'a pas C'est Christian? 3 heures que je vous Comment attends. vas-tu? Ici, la voix. Eh oui. Ça va, bonjour à tout le monde. T'es tranquille dans ton chez toi. Alors bon, là, tu as un petit paysage de glacier. C'est pour être tranquille par rapport au sable qui t'attend, c'est ça? Ouais, je suis venu passer un peu de temps à la montagne, faire un petit peu de globules rouges et puis faire un peu de sport comme d'habitude. Bon, ça fait plaisir. Pour 21 préparer, Dakar à ton actif. physiquement. 21 Dakar à ton actif, champion du monde d'endurance, un pilote de renom de moto, passé voilà, sur le Dakar. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Surtout, moi, je pense que là, toi, tu es parti en deux roues motrices, si je ne dis pas de bêtises.
T'as la pression qui monte, toi aussi? Ouais, bah, la pression, elle monte. Ça y est, la voiture, elle est sur le bateau, elle est certainement déjà arrivée. On a travaillé à l'atelier. Ça sera ma 5e année avec le team MD Rally. Ouais. Ouais, la pression, elle monte. Il ne faut pas trop se mettre la pression. C'est une course qui est longue. On aura surtout une grosse première semaine. Et puis, comme je dis toujours, le premier concurrent, bah, c'est soi-même. C'est à nous de ne pas faire d'erreur pour faire un bon Dakar. Enfin, je crois que tous ceux qui sont autour de la table le savent très bien. Complètement. En tout cas, pilote polyvalent. Voilà, passer de la moto à la voiture. Xavier, tu connais aussi, mais c'est vrai que c'est des parcours où vous vous ressemblez. Ça marche plutôt bien. Et on voit que le feeling, il est là. En tout cas, la rage de gagner, de passer de la moto à la voiture, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Et puis, je veux dire, c'est des trajectoires, de la gestion de course, éviter les soucis, éviter l'erreur humaine, en fait. Ah oui. L'année dernière, on a fait autour de 10 minutes d'erreur humaine. C'est très peu sur 57 heures de Dakar. Si on me propose de prendre le départ, de m'arrêter 10 minutes, même 15 minutes au départ, et après, je peux rouler sans aucun problème, je signe tout de suite, quoi. Alors que là, tu veux dire que sur l'intégralité, tu as jardiné 10 minutes, en gros? 12 minutes entre erreur Tranquille. de pilotage, erreur mécanique, les mécanos, pas une erreur. C'est pas beaucoup. Ah ouais. Deux crevaisons, C'est le secret de la victoire. Eh oui. C'est même extrêmement peu. c'est très peu. 12 minutes pour deux demi-tours, deux crevaisons, deux bricoles, c'est pas beaucoup. Pas mal, pas mal. C'est pour pas le mal. spectacle. Bon, en tout cas, Christian, maintenant que la liaison est revenue sur le plateau, tu interviens quand tu veux. Voilà, tu n'es pas présent avec nous, mais en tout cas, voilà, tu n'hésites surtout pas. Parce que là, nous allons continuer avec Jean-Louis, parce que je t'ai arrêté Oui, non, dans ton c'est ça. speech. Mais Moi, je préfère les écouter. nous, on a envie de Mais nous, on veut t'écouter. t'écouter. Parce que justement, l'histoire du Dakar, ce sont de grands pilotes. Et comment ne pas commencer par Thierry Sabine, Thierry mon Sabine, cher oui. Jean-Louis? Alors, Thierry Sabine, il avait quand même un avantage, c'est qu'il connaissait la course automobile puisqu'il en faisait. C'était pas simplement un communicant. Voilà ce que je veux dire pour Thierry. Il savait de quoi il parlait quand il fallait conduire. C'était pas un champion du monde de rallye, naturellement, ni de GT, mais il savait de quoi il parlait. Et ça, quand même, ça l'a beaucoup aidé. Mais ce qui l'a aidé en plus, c'est qu'il s'est perdu. Il faut quand même reconnaître l'histoire. Avant lui, on allait... je ne crois pas que tu aies fait Le ça, Bandama. toi. Oui, le Bandama et le Rallye Côte d'Ivoire, tu n'as pas jamais fait ça, toi, Sébastien. Si, t'as fait le Kenya. Je dis ça, c'était championnat du monde. J'ai fait le Kenya Ouais. en Oui, tu as fait le Kenya. 2002, je crois. Voilà. D'accord. Bon. Et t'as pas refait? Et- Ah non, je me Si, trompe j'ai refait peut-être. une fois en 2022. Oui, c'est ça, exactement. Comme, Et donc, on faisait partie. L'organisateur du rallye du Bandama ou de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose, faisait partir les gens. Après avoir rejoint Abidjan, on faisait Abidjan-Nice. Voilà. Et c'est comme ça que Sabine, ça lui a plu. Il a démarré en moto, c'est là où il s'est perdu. Ah. Après 3 jours de marche, il y avait un avion qui faisait les recherches comme on fait en mer. Il élargissait. 3 jours après, on l'a récupéré. Bon, Pas de bien. ils lui ont envoyé ils ont ouvert l'avion, ils ont envoyé des vivres, et on a récupéré la moto bien après. Elle était naturellement nickel chrome. C'était une 500 XT avec un gros réservoir, et elle a démarré après qu'on ait mis de l'essence dedans. Voilà. La Yamaha, ça a toujours été quelque chose de formidable. Je referme la parenthèse. Donc Thierry, il savait ce qu'il faisait, et il n'a cessé d'améliorer cette épreuve chaque année un peu Mais plus, oui. chaque année mieux. Les télés, tout ça, ça prenait une ampleur formidable. Et donc, il y avait ce groupe de Dakariens qui était vraiment DAKA, pas des Dakariens. Des fois que... Je l'avais pas, mais maintenant, Des fois qu'il n'est pas compris. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est bien, tu fais bien. Et donc- je retardais le groupe. Et donc, c'était... Voilà, et puis, un jour, il y a eu les grands constructeurs qui sont arrivés. Mais entre-temps, Ouais, Thierry Sabine s'était tué en hélico c'est ça. avec Balavoine et Exactement. 5 autres membres. Et donc, ça avait changé l'histoire. C'est peut-être aussi un peu pour ça que les grands constructeurs sont arrivés. En tout cas, les grands constructeurs, Ouais. je parle de Peugeot, parce que Peugeot venait de se faire avec tous les autres constructeurs de groupe B. Il n'a pas connu, mais il aurait pu le connaître. Ah ouais, t'aurais été bon là-dedans. Gros il cœur aurait- comme il ça. aurait- il aurait été très bon. Eh bien, voilà, ça s'est arrivé comme ça. Et du coup, ils se sont dit, ben, cette 205 Turbo 16 qui marche si fort, on va la faire en grand raid. Ah Et ouais. là, les grands constructeurs sont arrivés. Parce qu'avant, c'était plutôt, je dirais, des importateurs. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça. C'est comme ça que ça a démarré. Et après, ça a pris l'ampleur que ça a maintenant. Évidemment. Mais d'ailleurs, Oui. je veux juste rajouter quelque chose. Quand le Dakar s'est arrêté en Afrique, Oui. à la suite de plusieurs problèmes, l'Amérique latine était déjà prête. Ah oui, Oui, bien sûr. Ils l'attendaient, Bien ouais. sûr. Bien sûr, ils avaient déjà été c'est un peuple repérés, qui adore. Je me voir, rappelle de spécial là-bas. voir, C'est etc., incroyable, etc. la ferveur.
Ça, c'est donc son époque, Trèbes. Mais moi, autant je préfère maintenant, comme on sait, mais j'ai des souvenirs de la dune, je crois que c'était Ekike, et c'était Ah bah, Robbie Ekike, Gordon qui descendait Ouais, avec ouais. son truc à 160. Avec le Hummer. Ah là là, mais c'était des images. Mais autant j'aimais pas l'Amérique du Sud, mais ces images, mais c'était du grand Dakar. quoi. C'était très bien fait. Voilà. C'est vrai, Et c'est bien vrai. sûr, un jour, c'est présenté avec le soft power habituel, l'Arabie Saoudite. Tout est prêt pour vous accueillir. C'est ça. Jean-Louis, Et oui. nous n'avons pas suivi l'ordre qu'on s'était étonnant. dit, mais c'est pas grave. Je reconnais bien là ton improvisation légendaire. Nous n'avons pas parlé d'Hubert Auriol. C'est vrai qu'on a tous cette image de Hubert Auriol qui arrive avec les 2 jambes cassées. Oui. C'est une légende du Dakar qui a tellement apporté à cette épreuve. La bataille était terrible entre Cyril Neveu et lui. Oui. Jusqu'au bout, la lutte a été dure. Et puis, il est passé entre deux racines de bouts d'arbre, qui étaient comme ça, et là, il s'est cassé les 2 chevilles. Et donc, il continue, Je sais pas combien. tenu dans les bottes, tenu dans les bottes. Et il arrive en pleurant C'est dingue. au contrôle de l'arrivée. Et voilà, c'était là, j'ai les chevilles brisées, et elles étaient vraiment brisées. Et il est parti en hélicoptère. Et voilà, c'est cette Les scène-là. motards sont pas faits pareil que nous, hein, Xavier. Non, vous êtes des fous. fou, non C'était Ah ça. ouais, les c'était motards, ça. c'est... Mais cela dit, mais- je pense que là, pour le coup, Hubert Auriol, le meilleur moyen de trouver de l'assistance au plus vite, c'était de rejoindre l'arrivée. Donc, Bien sûr. pour ça qu'il a Ah oui, fait, c'était. Mais moi, juste avant l'émission, on discutait de ça. Moi, j'ai toujours eu une profonde admiration pour les motards sur le Et Dakar. les motards mâles. les mâles Sans motards, assistance, mais c'est des fous furieux. des fous furieux. Et t'as pensé à le faire à Malmoto, il faut être fou. non, Non, pas vraiment. fou furieux, c'est bon. Parce que des fois, peut-être, oui, pour le plaisir, ce sera une crise de la cinquantaine, peut-être, mais Il faut savoir mécaniquer. Enfin, faut savoir. Oui, mais ça, Non, mais- les motos sont solides, maintenant, c'est pas un problème. Il y a quand même des étapes de 700 bornes, Non, mais, avec dedans 550 ou 600 de spécial. Il faut être debout sur les cale-pieds à soulever le truc. Et les mecs, le soir, ils refont tout, ils ont une jambe cassée, il faut qu'ils la Ouais, ouais. redétordent, ils sont Ouais, tous là. absolument. Mais les 10 premiers motards devant, ceux qui roulent vraiment vite, allez, les 10-15 premiers, Oui. moi, quand je le faisais, je comprenais pas les risques que je prenais. Et je m'en suis mis quand même une bonne, et après, Oui. j'ai compris un peu. Et je suis vraiment admiratif Oui. de Oui. ces mecs, quoi. Ah, Ouais, c'est chaud, la moto. ouais, toi, Moi- en compétiteur voiture, c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais. Bah, moi j'aime bien la moto, mais pas au Dakar. Alors déjà, physiquement, c'est très dur. Ouais. Et puis quand on regarde les chronos qu'ils font aussi, et souvent c'est assez serré entre les premières voitures et les premières motos, sachant que c'est eux qui ouvrent Oui, la c'est ça. piste. Exact. Donc c'est... Et quand on voit les passages et tout, c'est chaud. Hein. Alors Ils ont leur navigation aussi. ils font leur la navigation eux-mêmes en regardant eux-mêmes leur roadbook. Ils sont debout sur la bécane, à bloc tout le temps. Oui, bien sûr. C'est chaud. Hein, leur- Mais c'est tellement dur la navigation. C'est ça qui me fait on en parlera tout à l'heure, mais cette gestion de la navigation. J'avais testé un jeu qui était sur console, c'était vraiment Dakar, et il y avait les vrais roadbooks. Mais combien j'ai perdu de waypoints, j'y arrivais pas, j'allais tout droit. Je fais bon, tant pis, j'arrive pas. J'ai une admiration pour vous. Comment vous faites pour arriver à vous retrouver là-dedans tellement c'est précis. C'est quoi la portée pour rater une balise? C'est quoi? Ça dépend des balises en fait. Il y en a qui émettent à 800 mètres. Ouais. Quand tu rentres dans le rayon des 800 mètres, ça t'emmène au centre pour te replacer bien sur le roadbook. Ah, pour Donc prendre là, tu valides l'angle. le centre, donc tu sais que tu es forcément sur ton roadbook. Et de là, tu reprends la note d'après. D'accord. Et après, il y a les waypoints WPC qui émettent que sur 300 mètres et qui, eux, ne t'emmènent pas au centre. Donc, lui, tu le touches. Si tu en as plusieurs de suite, ce qui n'est pas souvent, mais qui peut toujours arriver, si tu en prends un vraiment proche du bord et qu'après, tu dévies encore de 1 ou 2 degrés sur le cap d'après, ben, le prochain, Ouais. potentiellement, il ne souffle pas. Et quand il ne souffle pas, là, il faut savoir réagir tout de suite. Si tu commences à faire comme ça, à partir dans tous les sens, après, à un moment, tu es vite perdu, Oui. tu es vite déboussolé dans les dunes. Tu sais plus où est quoi. Hein. Et Donc, là, le copilote est important. le copilote et le travail ensemble avec le copilote, sûr. c'est de savoir réagir au bon moment, d'anticiper le truc, parce que quand on sent qu'on n'est pas sûr de la trace qu'on est en train de suivre, si jamais le point ne s'ouvre pas au moment où il devrait s'ouvrir, il faut réagir tout de suite, aller le chercher. On essaye toujours d'anticiper le fait de savoir si on est trop à gauche ou trop à droite. On a un feeling, je pense qu'on est trop à gauche, ok, si jamais ça ne s'ouvre pas, on ira à droite 90 degrés. Intéressant. Et, D'accord. pour éviter de tourner pendant un quart d'heure et passer tout autour du point dans tous les sens. Ça, on appelle jardiner dans le jargon. Et exactement. Bah, Oui. alors les stratégies, c'est bien, hein, elles sont élaborées, on est calé. Hein. Par contre, quand ça arrive au moment de la course et que tu l'attends pas, Oui. c'est moins facile Faut lancer le contrôle, à... hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Oui. Incroyable. Bon, du coup, nous allons parler d'une légende que tu as affrontée
de longues années, Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel. Oui. Tu sais que quand j'étais jeune, je m'étais acheté le full équipement Peter avec le casque JT, la veste et tout sur mon petit 50. Parce que j'avais le casque de Peter. Je rêve de le voir pour le faire signer mon casque un jour. Alors, Invite-le. pourquoi je l'adore, Peter Hansel? Parce que déjà, il a gagné en moto plusieurs fois, Ouais. et en auto également. Et il a cette espèce d'humilité que je trouve absolument formidable, parce qu'il parle de lui. Il parle également de Carlos Sainz. Oui. Et il dit, moi, tu comprends, j'arrive en haut d'une dune, hein, et eux, ils lâchent pas, boum, ils vont direct. Et la différence, c'est ça. Alors peut-être qu'il a gagné en faisant ça et que notre ami Sébastien a fait pas mal de bêtises, mais en tout cas, non, c'était ça. Ouais. Je l'ai toujours admiré pour ça. Et puis en moto, là, on les voit, les Yam de Jean-Claude Olivier, hein, celle-là, la célèbre double phare, c'est lui qui l'a rendu célèbre. Puis après, il a gagné aussi en auto. Donc j'ai toujours trouvé que c'était un type formidable. Et puis je le vois tranquillement s'en aller, là. Ça, c'est pas bien, ça. Pourtant, c'était une pause. Moi, déjà, Audi qui sont plus là, c'est de la surprise. Je n'avais pas fait attention. Je ne sais pas si c'est une pause ou pas, j'en sais rien. Enfin, peut-être que Sébastien le sait plus. Je ne le sais pas, mais je pense pas. Ah d'accord, tant mieux. Ouais. Tant mieux. Ça. Je pense aussi. Tant mieux. Christian, tu l'as beaucoup fréquenté, Stéphane, toi aussi, motard. Vous avez un parcours similaire. Tu as fait 21 Dakar. C'est quoi? C'est un pote? C'est un concurrent? Comment tu le vois, ta relation avec lui? Non, avec Stéphane, on est copains de longue date. D'avant, quand je courais en moto, déjà en circuit, en endurance, on était amis. On faisait des fois d'enduro. On allait faire des épreuves comme la Corsica ou le trèfle. On est toujours resté en très bon contact. J'ai fait mon premier Dakar avec un de ses équipiers, d'ailleurs Thierry Magnaldi, parce qu'on n'avait pas les budgets. Donc, on était partis à deux pour mon premier Dakar de Marseille en 2003. Donc, un jour, c'est Thierry qui conduisait, un jour, c'était moi. Et c'était pour moi une bonne occasion pour apprendre tout de suite les pièges et comprendre comment fonctionnait un petit peu le pilotage en rallye raid et puis ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Ah ouais. Et après, Stéphane, c'est quelqu'un de humble, discret, qui ne s'affiche jamais. Là, il avait besoin de prendre un petit peu de recul. J'ai discuté avec lui il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours à peu près. Et donc, il prend une petite année sabbatique, il va faire un petit peu de moto sur la Mauritanie et Sénégal au mois de janvier. Et je pense qu'il va revenir, il a des propositions de toute façon. Très bien. Déjà. Voilà. Ça fait plaisir. Donc c'est à toi que je dois envoyer mon casque pour le faire signer. Ok, c'est bon à savoir, d'accord. Très bien. Ok, nous continuons, mon cher Jean-Louis, avec monsieur. Enfin, toi, tu connais, pas explique. Hein. Pas explique, oui. Vatanen. Ah oui. Harry, il adorait ça. Non, il a fait un jour un Dakar quand on lui a piqué sa voiture. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je ne les connais pas. Non. Elle était toute neuve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est parti dernier et qu'il a doublé tout le monde. C'est incroyable, une Ça, légende. dans la poussière, il faut y aller quand même. Ouais. Vraiment. Une année où Je parle d'ailleurs sous- son équipier était Henri Pescarolo, je entre parle autres. sous leur contrôle. Donc là, Non, c'est pas pareil. il faut quand même bombarder. Là, il faut être fort. Et donc, après, il y a eu Paxpic, mais là, Paxpic, je pense que lui, c'était plus difficile, son Paxpic, parce qu'il y a encore beaucoup plus de goudron. Et contrairement à ce qu'on croit, sur le goudron, le pilotage défensif, c'est pas facile. Sur la terre, on peut se défendre. Sur l'asphalte, c'est des Ça trajectoires. me fait sous-virer. Et là, quand je voyais son parcours, toi, tu l'as fait complètement asphalté. Complètement. C'est ça, voilà. Ouais. Et je me dis, lui, là, il faut y aller parce qu'il n'y a pas de pitié pour l'asphalte. Ouais. Je veux dire, voilà. Ça, c'est un souvenir, sors. hein. C'est fou. Tandis Hein. que tu vois, c'était, même si la montée d'Harry que j'ai toujours adorée, elle était magnifique, hein, il faut bien dire les choses. Ah bah oui. Moi, je participais au tournage du film, donc je la connais bien, cette montée. Donc c'était ça. Voilà ce que je Ça a veux beaucoup dire pour Harry. participé à la notoriété de Pikes Peak aussi. Ah oui, ce film, complètement, chez nous, complètement. parce que sinon, moi, j'aurais pas connu Pikes Ah Peak. oui, vraiment. Je pense. Hein. Ah, mais, C'est ça. On a tous, hein. mais je te rassure, Sébastien, c'était encore des ploucs là-bas quand on y est allé, nous, avec la Peugeot. Et Michel, pas beaucoup changé. Ah bon, d'accord. 25 ans plus tard. Michel Mouton a vécu le même problème, donc ouais, c'était comme ça. Sur place, ça reste une organisation de rallye régional. Hein. Oui, c'est ça, la c'est remise ça, des c'est pieds ça, est dans c'est une ça, tente, c'est en bas, les pieds dans l'herbe. Puis concernant le Dakar, Harry, il me chambre tout le temps en fait. Oh, Il me ah dit, ouais t'as été champion du monde des rallyes comme moi, t'as gagné Pikes Peak comme moi, par contre le Dakar, je l'ai gagné. Ah oui. Ça, c'est une anecdote amusante. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Oui, oui. C'est très, très cool. Mais tu sais que moi, des fois, que je roule et que je prends le soleil, et je fais comme ça, et ma femme me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, non, t'as pas la ref, laisse tomber. Tu sais, je pourrais mettre le pare-soleil maintenant. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ça te fait quoi, Valentin, de se dire tu vas rouler en classique avec des légendes pareilles? Ça doit être un rêve, quoi. Bah, nous, alors, on n'a pas la chance de rouler avec les pilotes en question. Oui, mais t'es dedans, quoi. Mais ouais, Avec ouais. la voiture, pardon. Alors,
J'ai une voiture qui est plutôt récente, parce que, qui pour moi est ancienne, mais qui est quand même assez récente. Quoi, fin 90, c'est ça, début Ouais, 2000? c'est ça. J'ai un Toyota HDJ 100 DKR XT Maraco. D'accord. Donc, Technique. voilà. Compliqué, hein. Ah ouais, c'est- Voilà. Même moi, tout le monde connaît le Land Cruiser, Voilà. mais c'est une version en fait qu'ils avaient fait, qui était faite par Autobody. Je crois d'ailleurs que Christian avait même roulé des années après avec Autobody, justement, avec ce type de Land Cruiser qui sont en fait des Land Cruiser de série, mais modifiés. Et voilà, donc il y a des coques en fibre et tout. Donc on est entre une voiture vraiment de course et. Oui, 4 roues motrices, Oui, ouais, bien d'accord, sûr. d'accord, ok. Et voilà, donc quand même assez récente, sachant qu'en plus on a un petit cheat code sur la voiture pour le boost. classique. T'as le code Non, Konami? non, mais on a un vrai avantage, et je pense que Seb, tu pourras valider, c'est qu'on a les vérins sur la voiture. Et oui. ça c'est ça change c'est un quoi? bon. Ça change que Ça, c'est que interdit si on crève. normalement dans marathon à l'époque. Hein. Ah, voilà. Ah. Bah oui, C'est le interdit, puriste, c'est interdit Christian. aujourd'hui d'avoir des vérins sur la voiture. Donc on va demander à les faire démonter. On va demander à SO on va apporter réclamation. Voilà. Pour qu'il les démonte. Ah, direct, faut faire Et, comme Christian. Bah oui, t'as raison. alors si, sur ces dernières versions, parce que celui-là a fait son dernier Dakar, alors c'est ce qui est incroyable, je ne savais même pas, ma voiture a fait son dernier Dakar moderne en 2000, donc à la première année en Arabie Saoudite, en voiture d'assistance rapide. Donc elle est En dans sa... 2020, tu veux dire? En 2020, pardon. 2020, ouais, Parce que ouais. 2000, désolé. Pour 2020, C'est pour ça que t'as je- les reins, voilà. rien que d'entendre ça, j'étais... voilà. Et non, donc non, elle était dans cette config-là. Donc oui, Christian, je serai dans la Il réglementation. veut Donc, que tu on va revenir à pètes. la configuration marathon, donc on va démonter les vérins pour le prochain Dakar classique. Christian va me voir souffrir. J'adore. Non, mais voilà. Elle a passé les vérifs techniques. Donc c'est bon. Ça va. Non, mais voilà. Mais non, c'est une jolie voiture que met à disposition la compagnie saharienne. Et, On aura et des images voilà. qu'on regardera Voilà, tout à l'heure, bien sûr. on en parle après. Avant-dernier, mais non des moindres, Jean-Louis Schlesser, qui a beaucoup participé, qui fait des voitures incroyables. Vraiment, Alors, lui, il a lancé quelque chose qui était. Ça commençait à arriver tout doucement, mais il avait fait un vrai buggy. c'est lui, professionnel. Monsieur Buggy, quoi. Et oui. Et donc, il y avait un V6 Renault dedans, mais c'était pas si mal que ça. C'était assez drôle comme auto. Et il s'est pas mal débrouillé. Il construit tout seul. Et il était, voilà, le Jean-Louis qu'on connaissait, même s'il a gagné les 24 heures du Mans aussi. Après tout, pourquoi pas. Quelle légende. C'est Ah oui. un type très sympa. Non, on a oublié quand même de dire que Hubert Auriol, il avait gagné en moto et il a gagné le Paris-Le Cap en auto aussi. Ah oui, je savais pas. Puisqu'à un moment donné, en 92, l'organisation a décidé d'évoluer. Il y a eu le Paris-Le Cap et juste derrière, René Medj a fait le Paris-Moscou-Pékin. D'accord. Donc c'était déjà, on passait de 10 000 à 15 000 km. Et le Paris-Moscou-Pékin, c'était 17 000 km. Ce qui manque, en fait, je trouve, c'est qu'on n'ait plus le départ à Paris. Et moi, j'aime le Dakar depuis que mon père m'a emmené à 6 h du matin, un départ au château de Versailles. Et j'ai vu passer tous les concurrents. Ah ouais. J'ai fait, je veux faire ça. Et pourtant, on était sur un truc que je prenais tous les jours. Mais je sais pas, il y avait un truc, c'est dommage que ça se fasse plus. Après, évidemment, il y a de la borne, c'est pas pareil. Mais ça aurait été cool qu'il y ait un départ. Et après, Mais les ça gens part dans disent les encore Paris-Dakar. Pour aller en Arabie Oui. Saoudite, il y a un petit moment quand même. Oui, mais justement, c'est il pourrait faire un départ par château de Versailles. Après, on prend les 86, on va à Roissy. Ah oui. Et là, tu les fous dans l'avion. Oui, c'est ça. Tu fais un départ fictif. Non, Voilà, ok. autour de France, Non, mais d'accord. Donald, c'était la descente de la Nationale 20, quand il faisait -3, -4 pour les motards. Ah ouais. Il fallait descendre jusqu'à 7 Ah ouais. depuis Paris. Donc, Non, mais je Non. comprends. Tu me casses mon délire. Ah, Nous, petits, on les regardait Oui. sur la 7 à sur Moulins. la Nationale 7, bien sûr. On les Ah ouais, regardait bien passer sûr. avec des Oui. yeux émerveillés. Quoi. On allait les Évidemment. voir au prologue. On avait vu un Japonais qui avait cassé son moteur pendant le prologue. Il pleurait, on ne comprenait pas pourquoi il pleurait. Maintenant, Ah oui, bah oui, je bah comprends. oui. quoi. C'était très célèbre. C'est la au fin du Japon, monde. Dakar. Toute cette C'est normal. préparation pour ça, quoi. mais j'ai beaucoup de peine quand je les vois abandonner. Et vraiment, l'abandon, c'est vraiment, tu peux plus faire autrement. Tu sens que c'est le pire truc qui puisse t'arriver dans ta vie à ce moment-là. Ça doit être monumental. Je sais même pas ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. Quand Bah, vous nous, devez c'est abandonner. différent. Maintenant, on est un peu plus avancé. Mais même si, effectivement, on travaille c'est notre but. C'est le but de l'année, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais quand tu es amateur et que tu as économisé toute une vie pour faire ton premier Dakar, tu rentres chez toi, tu vas dire quoi à la boulangère à qui tu l'as ça. usé depuis des années en disant, je te ferai ciné. C'est Tout le ça. village est au courant. Ah, c'est clair, ça ne doit vraiment pas être évident, mais bon, quelle aventure incroyable. Et la dernière personne dont nous n'avons pas parlé, il nous a quittés, je crois que c'était l'année dernière, Oui. la fameuse Porsche incroyable, René René Medj. Medj, qui a préfiguré la 959. Oui. Il faut se souvenir de ça. Ils avaient mis 4 roues motrices sur cette 911, gros réservoir, comme toujours sur les machines du Dakar. Et ça a préfiguré la 959, qui est une voiture. Ça, c'est la Porsche, la voilà. Ouais.
avec Le Moine, son navigateur, et puis Jackie X avait l'autre. Ouais. Et après, c'est devenu le monstre qu'on connaît, qui était absolument magnifique. On peut parler de Jackie X aussi, qui était évidemment. un grand Bien pilote. sûr. Alors, Jackie, Ah. il me parle des balises. Jackie X me dit, alors je parle de l'Afrique au début, du Dakar. Il me dit, mais tu te rends compte, de temps en temps, il faut demander la route aux autochtones. Je ne sais pas du tout. Et alors les gars arrivent à 200 à l'heure, ou c'est où le... Alors le gars, il a peur, il dit, c'est là. Il dit, ouais, c'est là. Bon, ok, c'est vrai, il y va. Il dit, non, tu descends de la voiture, tu retires ton casque, tu commences à parler, et tu lui demandes la voiture, et puis c'est là-bas. Le gentleman, ouais. Voilà. Et c'est comme ça qu'il s'est rarement trompé. Je referme la parenthèse, Dix en navigation. J'adore Avec les les anecdotes de balises, Jean. avec les balises de... Attends, et alors tu parles de balises, moi aussi j'ai une anecdote. Ah bon René Medj, il a fait aussi son travail ensuite pour l'organisation du Dakar, et donc il faisait le roadbook. Et à un moment, il s'est un peu planté, mais pas de son fait. C'est l'anecdote de Henri Pescarolo que je relate. Et en fait, c'était vraiment à 200 mètres près. Si tu veux, tu avais une dune, et puis là où René Medj est passé, bon, lui, ça passait à fond. Et puis, juste après, ça tombait en contrebas. Bon, Henri est arrivé avec les notes qui disaient à fond, quoi. Ah bah lui, il est à fond, il s'explose. Et il a failli se faire rentrer dedans par Patrick Zaniroli. C'était pas Sainz l'année dernière qui était sauté une dune et il y avait un danger qui était trop violent et il avait fait une casquette. Hein. J'ai un doute, je sais plus qui c'était. Il avait sauté à plat. Oui, c'est ça, oui, c'était tassé, voilà, ouais. Avec Stéphane. Oui, c'est ça. Peter Hansel aussi. L'erreur, elle venait du fait que... encore ces motards, là, qui ouvraient la piste. Alors cette année, on ne pourra pas se plaindre, quand on sera perdu, ce sera notre faute. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, le roadbook, normalement, la piste partait à gauche et descendait tranquillement sur le plateau du bas. Et en fait, les premières motos, et c'est des pistes, on ne les voit quasiment pas, hein. Souvent on arrive, on ne voit rien, on voit à peine une petite trace et tout. Et donc les premières motos l'ont raté, sont allées plus loin, elles ont vu que ce n'était pas juste, elles ont tourné à gauche. Et en fait, on s'est retrouvé en parallèle du roadbook. Et comme les motos sont passées, nous, visuellement, la piste qui est marquée, c'est la piste des motos. L'autre, même pas, on la considère, on la voit même pas, en fait. Et nous, on croit qu'on est sur la piste. Alors que, et donc, ça part à gauche, le cap correspond, tout. On pense qu'on est toujours sur la bonne trace. Et d'un coup, il y a une dune cassée parce qu'on n'est pas au bon endroit. Ah, ouais. Et c'est là où Peter et Sainz sont sautés les deux. Et moi, j'ai atterri dans la fin de la descente, j'ai freiné au dernier moment, j'ai atterri dans la fin de la descente, j'ai cassé le différentiel et c'est passé, mais c'est passé très près pour moi aussi en fait. C'était vraiment le piège, parce que quand on est hors piste, on n'a pas les dangers ne sont pas signalés sur le roadbook. On est hors piste, on se débrouille. Mais quand on est sur la piste, les dangers sont signalés. Donc le copilote pense qu'on est sur la piste, machin, donc on ne se pose pas de questions. Oui. Alors que quand on est hors piste, on sait que là, n'importe quel sommet, ça peut être cassé derrière et tout. Donc là, on se gère au visuel. D'accord. Eh bien, voilà. Importante. Maintenant, je comprends un petit peu mieux pourquoi. Et puis, à ce moment-là, je crois qu'il avait Carlos qui était à Qui était en train de mettre la pression et il venait de doubler et qui voulait... Forcément. On les connaît. Ça, c'est formidable. Nous allons partir maintenant sur le Dakar classique et c'est toi, Valentin, qui va nous en parler. C'est parti. Le Dakar classique, c'est toi, Valentin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette catégorie? Parce que c'est vrai que tu nous expliques que tu as un Land Cruiser qui n'est pas tout jeune. Mais c'est quoi cette catégorie et comment on gagne? Qu'est-ce qu'il faut faire? En gros, c'est une catégorie. Alors, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais j'ai étudié le sujet, a priori. Et c'est une catégorie qui a été lancée il y a 4-5 ans. 2021, voilà. Donc peu après l'arrivée en Arabie Saoudite. Et je pense que c'est une catégorie que beaucoup de gens attendaient, justement pour revivre un peu l'esprit. Pour ressortir les machines déjà qui existaient encore. Et je ne savais pas qu'il y avait un gros marché là-dessus. Il y a beaucoup de machines qui dorment dans des coins. Et d'ailleurs, en ce moment, tout le monde essaie de les chercher. Il y a un peu une chasse au trésor. Et elle commence à sortir. C'est dingue, mais c'est un peu comme en piste, tu sais, le classique avec. On est vraiment dans le même état d'esprit. Donc voilà, il y a un petit côté un peu tour auto. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de revivre un peu cet esprit du Dakar d'antan. C'est de la régularité en fait, c'est ça. Voilà, c'est de la régularité. Alors de base, clairement, moi c'est un truc qui m'attire. Faut être honnête, qui m'attire pas du tout la régularité. Oui, évidemment, c'est sûr. Les pilotes, mais en fait, le fait d'avoir une épreuve avec des véhicules quand même qui font rêver pas mal de monde,
sur les pistes du Dakar en même temps que le Dakar. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne comprennent pas que le Dakar classique, c'est en même temps que le vrai Dakar, entre guillemets, enfin le Dakar des Et vous n'avez pros. pas les mêmes spéciales. Non, c'est pas les mêmes c'est ça. spéciales pour le coup. C'est pas les mêmes spéciales. C'est des spéciales qui sont quand même plus simples, je pense, en termes je sais pas, de dureté de terrain, je sais pas comment on peut dire ça. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Alors, moi, j'ai la chance d'être dans la catégorie un peu des grosses voitures, mais il y a celles qui sont vraiment anciennes. Et on a, je crois qu'il y a des gars qui le font en 4L. c'est des Il y a ouf. des gars qui énorme. le font en 4L. C'était les marauds. Donc, quand même. Ouais, les frères Marot, tout à fait. Donc, Il y a, ouais, il y a- c'est il y a ça. une des Marot d'ailleurs, je crois. Et il y a vraiment des pépites qui ressortent. Non, mais vraiment. Il y a des gens du Et- PP. Ah oui, il y a des euh, petits et- qui ressortent aussi, peut-être. Je croyais que vous alliez dire c'est des les pépés. Oui, il a vu. Peut-être aussi, ça on verra. Non, mine de rien, j'ai regardé la liste des engagés, il y a pas mal de jeunes. Mais oui, mais comment ça t'est venu oui, Parce, c'est sympa. parce que, ouais, Vas-y. en gros, l'idée, au-delà de Ouais. la chaîne, si tu veux, de la chaîne YouTube donc, que j'ai, et qui est un prolongement, en gros, de ma carrière de pilote, qui est clairement pas celle que vous avez eue, mais qui, voilà, en circuit, etc., en GT3, en GT4 et compagnie, clairement, l'idée, c'était de proposer sur la chaîne des aventures, comme on fait sur des week-ends de course. Je sais pas, je dois faire 8-10 week-ends de course dans l'année où je m'ai mise dans des catégories. Là, j'ai fait vendredi, il y a une vidéo sur l'autocross qui sort. J'ai jamais Wow. fait ça de ma vie. C'est incroyable d'ailleurs. Ah oui. Et que des catégories auxquelles j'aurais jamais touché en Ouais. restant dans mon domaine de circuit. Et c'est vrai que quand on parle avec mes cadreurs, qui représentent aussi peut-être les premiers viewers de la chaîne aussi, Bien et sûr. qui les incarnent, c'est vrai que quand on en discute, ils me disent attends, il y a un des trucs qui fait rêver tout le monde, c'est quand même le Dakar. Moi me fait rêver aussi, que je regarde depuis des années. Moi, ça fait des années que je vous vois galérer. galérer Ah ouais, c'est sympa. voilà. C'est une Encore question qu'on plus, peut poser. encore plus depuis l'année dernière, parce que donc Mylène, ma copine et compagne dans la vie, présente le Dakar sur la chaîne L'équipe. Et donc c'est vrai que il y a un peu une tambouille qui s'est faite et je me suis dit bon allez, il faut y aller. Et puis il y a eu cette rencontre aussi avec Lucas de la compagnie saharienne, Mhm. qui est donc un team assez professionnel sur le classique. Qui reste un team à taille Humaine, familiale, ouais. pardon, justement. Oui. Rien à voir avec ce que vous connaissez, mais qui fait les choses bien. Et on a des donc- images, je crois, de ta voiture là. Ouais, peut-être. Et donc en fait, il y a eu cette rencontre. On m'a dit viens faire le Dakar. Mylène m'a dit vas-y, c'est génial. Moi, je les ai vus dans le bivouac, ça fait rêver, voilà. Bien sûr. Et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de raconter un truc aux abonnés, de découvrir aussi le Dakar, parce que je pense que vous pouvez me confirmer, mais quand on arrive sur le Dakar, même par exemple toi, Seb, qui a connu plein de courses différentes, je pense que la première fois qu'on arrive sur un Dakar, on perd quand même pas mal d'énergie à comprendre comment ça fonctionne, au-delà même de la course en elle-même, mais enfin, je veux dire, il y a une appréhension de la course qui est longue et qui ressemble à aucune autre. Ouais, c'est clair que c'est vraiment long. Moi, les premières impressions que j'avais eues, je me disais, mais quand j'ai roulé, je me disais, mais c'est long, les spéciales, c'est long. Ouais, moi, j'ai l'habitude de faire des sprints en WRC sur 30 bornes, 40 bornes. Là, des fois, ça m'arrive encore, je regarde le compteur kilométrique, ça fait déjà 1h30 qu'on attaque dans machin, on se dit, on est où? Ouah, on a fait que 80 km parce qu'on est dans du technique et ça avance pas. Ouais. Et donc les journées sont longues, Ouais. plus après les liaisons. Mais finalement, cette ambiance bivouac, le soir, on se retrouve, on est un peu chacun chez soi, on a chacun notre petite installation, que ce soit un motorhome, une tente, et puis c'est une ambiance sympa, on voit les mêmes personnes, on mange un peu avec tout le monde, et Ouais. c'est Ouais. cool, quoi, en fait. C'est clairement... C'est une aventure, en C'est fait. ça. T'es dépaysé pendant 2 semaines. Christian, toi, tu as gagné en marathon. Du coup, c'était quoi par rapport à ça, le classique? Ça a des similitudes? Parce que là, par contre, j'ai pas de. Par rapport à Valentin, moi, je respecte le règlement, donc j'ai pas de vérin. J'avais pas de vérin. à l'époque. J'aurais jamais dû dire ça. Non, Piégé, c'est fini. J'avais oublié que Christian était là. j'ai roulé 4 ans pour Toyota Autobody. C'était un programme officiel Toyota Gazoo. C'est une autre course. Déjà, le marathon par rapport à ce qu'on roule maintenant à Ultimate, c'est des voitures qui font 3 tonnes. Ah Ça oui. fait 250 chevaux. Et quand on arrive devant les dunes, alors c'était des voitures, c'était très bien à l'époque parce que quand on était en Afrique, les voitures de devant étaient beaucoup moins performantes.
On arrivait en Mauritanie, même les usines, tout le monde se plantait dans les dunes. Ouais. Aujourd'hui, c'est des monstres. On roule avec des monstres. Et aujourd'hui, l'organisateur ne sait plus comment mettre de la difficulté aux concurrents pour arriver à se planter ou autre. Donc, ils essayent d'ouvrir des spéciales avec des SSV. Mais même avec ça, il y a très peu de concurrents qui se plantent devant. Ouais, Ils sont trop bons, les SSV. Maintenant, c'est clair. voilà. Maintenant, quand tu arrives avec un T2, une voiture marathon, comme les dernières années que j'ai fait, on arrive au pied des dunes, on transpirait parce qu'il fallait monter là où montent les protos. Et ça m'arrivait surtout la dernière année en Amérique du Sud. Des fois, on allait chercher des points, on passait par là où prendre de l'élan. on cherchait des points. Alors, c'est ça. oui, Ok. il y a Donc eu T2, c'est ça, c'est des marathon. voitures. Ouais. Ok, ouais, je ne savais pas la petite différence. D'accord. C'était deux, et puis voilà, catégorie marathon. Mais il y a eu une telle évolution des voitures aujourd'hui. À l'époque, avec une marathon en Afrique, tu faisais 19e, 20e au classement général. Ah ouais. D'accord. Aujourd'hui, sur le papier, au départ de Dakar, Seb, tu me couperas si j'ai tort, il va y avoir 40 voitures bien pilotées qui peuvent rentrer dans les 10 premiers. Ouais. Ouais, c'est À clair. l'époque, il y avait 3 Mitsu, il y avait deux Touareg, et allez, il y avait 8 voitures d'usine, 7 voitures d'usine. Et le reste, après, ça se dégradait. Et après, on finissait. Moi, j'ai roulé avec un Patrol pour le challenge Nismo, je ne sais plus, en 2007. Ça nous arrivait de faire entre 15 et 20 avec un Patrol de série. Ah ouais. Avec un Patrol série, vous faites centième derrière les SSV. Ah, c'est sûr. Mais c'est Mais ça. voilà, aujourd'hui, c'est devenu quand même plus un sprint que ce qu'on a connu à l'époque. Voilà, toutes les voitures vont très vite. Aujourd'hui, on fait une crevaison. oui, c'est ça. Ça se joue à quelques secondes. Ça se voit, ouais, hein, c'est ça. ça se joue à rien. Il y a 5 mecs qui passent, tu as perdu 2-3 places au général. À l'époque, tu faisais une crevaison, tu repartais, Ouais. avec un peu, tu n'avais rien perdu. Ouais, c'est ça, c'était jouable. C'est pour ça, quand tu m'as demandé, on y reviendra tout à l'heure, mais quels sont les favoris? Ah oui. Ah, bah, pour trouver les favoris, vas-y. Hein. D'ailleurs, on est tellement en retard, les favoris, tu vas faire. Ah bah oui, là, t'inquiète. Je sais faire, Bah tu là, me mets oui, toujours en je Je sais, oui, oh, il y a- ça va, mais tu vois, c'était sûr que le conducteur allait être en PLS parce que voilà, on discute et c'est ça trop qu'on bien. aime. Valentin, du coup, toi, tu as présenté ta voiture sur ta chaîne YouTube, on a senti de l'émotion. Donc, du coup, ça, c'est ce que tu veux présenter, c'est présenter à tes viewers ton aventure sur le Dakar classique et Ouais. notamment avec ton copilote. Je crois que tu as une belle anecdote avec lui. Ouais, exact. Le cheminement, vraiment, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on fait Ça, sur c'est la pas chaîne. Ça, c'est la chaîne. Non, alors, Non, ça, c'est la chaîne, en gros, que j'ai créée depuis 2 ans, où j'ai mis de côté, avec difficulté, j'ai mis mon petit ego de pilote d'un côté et j'ai dit, OK, on arrête de faire de la compétition, on se met au service des viewers, des gens, pour les emmener dans le sport auto. Et donc on arrive à faire des essais de ces voitures-là. T'as roulé avec une P1 Ouais, avec la Oh, Rébellion, je déteste. qui est franchement une voiture Attends, il a roulé incroyable. avec plein. T'as roulé avec la Ouais, on a voiture, fait Pikes Peak aussi, on a fait la Pikes récemment. Peak Alpine, on a fait Une DTM de 2007. ouais, DTM de 2007. Je crois que ça c'était mon rêve. Ah ouais, Et pour l'anecdote, c'est une voiture que j'avais sur mon bureau d'étudiant Énorme. et j'avais exactement celle-là de Martin Tomczyk. Ah là, Et c'est exactement celle-là que j'ai essayé il y a 1 an et demi à peu près. Et donc voilà, ces essais-là, ça développe des idées. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai eu la grande chance de découvrir le rallye raid aux côtés de Christian dans une vidéo avec MD Rally justement, dans l'Optimus au Maroc, parce qu'on essaye dans les essais d'être vraiment en condition au maximum. Bon là, on ne pouvait pas la mettre à Pikes Peak, c'était compliqué, mais pour le reste, on essaye vraiment d'être en condition. Donc on l'a essayé au Maroc, dans les dunes, etc. Christian a été un coach incroyable. Et suite à ça, tout de suite après, Rébellion m'a proposé de tester leur Hilux, justement. Donc en 2 essais, je me retrouve à tester un T1+, qui roulait 3 semaines après. L'expérience incroyable. Genre, je suis vraiment tombé amoureux de la discipline, quoi. En gros, et la facilité piégeuse, j'ai envie de dire, avec laquelle ces voitures avalent les choses. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, que même toi, avec ton niveau, tu peux te faire piéger sur des saignées, des choses comme ça. Et donc voilà. Et donc le cheminement, ça a été donc du coup d'arriver. Tu la montres, t'as des. Ah voilà, justement, voilà. C'est celle-là. Et la DTM, et c'était celle-là, et ça c'est incroyable à rouler. Ouais. Et aussi, donc ouais, franchement, ça c'était incroyable. Et en plus, le propriétaire à la fin m'a laissé faire quelques tours en plus, juste en me disant, fais-toi kiffer. Oh là là. Donc ça c'était exceptionnel. Et rien que pour ça, je suis content d'avoir c'est cool. parfois arrêté un peu la course en compétition. Bref. Et donc le Dakar, donc avec cette équipe compagnie saharienne. Et la petite anecdote, c'est que quand on veut raconter un Dakar sur une chaîne YouTube, certes, il faut avoir la voiture, il faut la piloter, mais il faut avoir aussi un copilote.
Mathieu Monplaisir. Et c'est ça, exactement. Et l'histoire, elle est assez incroyable avec Mathieu parce que quand on s'est dit, bon, on va faire le Dakar, je me suis dit, bon, sachant que je le fais sur une chaîne YouTube, j'ai plusieurs possibilités. Soit je trouve quelqu'un un peu média, etc. Mais quand j'ai compris la régularité et tout, je me suis dit, c'est clairement pas une bonne idée. Parce que même moi, j'y comprends rien pour l'instant. Donc voilà. Et en fait, Mathieu, je l'ai rencontré sur une spéciale du Tour Auto. J'étais invité par BMW, bref. Il vient me voir, il me dit, écoute, j'adore la chaîne, j'adore ce que tu fais, etc. Je lui dis, écoute, trop cool. C'était le début des gens qui commençaient à venir me voir aussi. Et on discute un peu. Et à ce moment-là, on construisait sur la chaîne une 405 Mi16 réplica BTCC en plusieurs épisodes. Et il me dit, j'ai une métallerie. C'est mon métier, j'ai 25 ans, j'ai une métallerie. Si tu veux, je peux te faire ta ligne d'échappement. Je fais, grave. Et du coup, on discute. Et là, il me dit, écoute, moi, je fais du rallye TT. Je reconstruis des voitures, justement, des anciennes voitures de rallye raid. Je bricole, etc. Et en fait, quand il y a ce projet Dakar qui arrive, je me dis, mais en fait, le gars qu'il me faut, c'est Mathieu. Parce qu'on s'entend bien, parce qu'il a 25 ans, qu'il sait faire de la mécanique, il connaît ses voitures. C'est bien, ça, c'est important. Ça, c'est bien. Mais voilà, c'est-à-dire que le Toyota, quand il est arrivé devant, il s'est penché, il a fait, OK, là, il est comme ça, machin, OK, double triangle, le truc, le machin. Et des choses que moi, j'aurais jamais vues, malgré ma connaissance partielle de l'automobile, en tout cas de la conception des voitures. Et donc voilà, et je trouvais ça génial, et l'histoire est vraiment top. Et lui, il est passionné, c'est son rêve, pour le coup, c'est son rêve absolu. Il a une collection de voitures du Dakar en miniature. Enfin, c'est vraiment son rêve de fou, avec son frère aussi. Bon, je peux pas emmener les deux, mais voilà. mais donc voilà. Et pour l'anecdote aussi, j'emmène aussi Erwan, qui est le mécanicien qui n'était pas le seul, mais un des mécaniciens avec qui j'ai construit justement cette 405. D'accord. Donc c'est trop bien de pouvoir emmener sur la chaîne, justement, de réaliser comme ça des rêves de gens qui n'auraient jamais pensé participer à cette course. Et donc voilà, donc on va raconter ça sur la chaîne avec des épisodes assez réguliers. Selon le réseau. Et je pense que Xavier, on a discuté il y a quelques semaines, tu m'as dit que c'était un peu chaud. Donc le car vide, je te conseille pas. Les transferts, on va essayer de se faire des vidéos, mais je pense que ça peut être compliqué. Donc l'idée, c'est de raconter au maximum cette expérience, de l'aborder avec humilité. Tout à l'heure, quand je disais qu'on se prenait au jeu, c'est pas pour gagner, c'est qu'en fait, quand on se dit qu'on va faire 14 jours, comme tu disais... Mais il y a moyen. Peut-être. Et quand tu es pilote, au fond, dans ta tête, tu te dis toujours qu'il y a moyen. Donc, sinon tu n'y vas pas. Donc, on est d'accord. Mais disons que le premier but, c'est de faire kiffer les gens. C'est de ramener la voiture. Parce que sinon, il n'y a pas de vidéo. Et donc, il y a pas de, tu vas faire des vidéos là-bas sur place. Tu vas réussir à uploader des vidéos. Après. Non, clairement, on va faire un grand nombre de contenus sur place. Genre vraiment avec des vidéos montées, etc. Et avec beaucoup de bivouac aussi. Parce qu'en fait... Quand je demande aux abonnés qu'est-ce que vous voulez voir, moi je me suis dit ils vont vouloir me voir en spécial, voir comment ça se passe, les trucs. Non, ils veulent voir où on bouffe, ils veulent voir où on dort, ils veulent voir les douches. Et ils veulent voir Kéké dans l'hélicoptère. Ils veulent voir la tente, parce que nous on est en tente. Et voilà ce qu'ils veulent voir. Alors évidemment qu'on va montrer de la course, mais l'idée c'est tout montrer, et avec des contractions, avec un peu d'humour aussi, sans se prendre la tête. Et quand on sera dans la voiture en spécial, on fera nos spéciales. Et puis voilà. Tu feras un test spécial, et ça tombe bien, ça va être l'occasion de parler maintenant du parcours. On va parler maintenant du Dakar 2025. Allez, on va rentrer dans le dur avec la vidéo qui nous vient d'ASO. Anthony, on va passer la vidéo, et puis vous allez pouvoir tous nous donner votre avis sur ce qui vous attend, parce qu'il y a des trucs, il y a des books, il y a des marathons, il y a des parts en ligne aussi pour les motos, il y a des fois où ça part pas avec les voitures. Voilà. Écoute, on regarde la vidéo, tu nous la commentes, Anthony, c'est ton moment. Avec grand plaisir. Voilà. C'est mon métier, ça tombe bien. 47e édition donc, pour le Dakar. Ça se passe en Arabie Saoudite, on l'a dit, depuis maintenant, ça va être la 5e édition, si je ne dis pas de bêtises, 5 ou 6e même d'ailleurs, depuis 2020. On part de Bichat, donc c'est pas l'hôpital, ça n'a rien à voir. C'est le prologue, non? Non, ça c'est juste avant. Le prologue juste avant. Ensuite, on a donc le reste du parcours. On a en tout 12 étapes, donc du 3 au 17 janvier, arrivé à Choubataya. Environ 7700 km en tout, dont 5100 de spécial chronométré. Messieurs, je suis admiratif de ce que vous allez faire. C'est quand même vraiment fort. Donc il y a le 48 heures chrono, ça on va y revenir. On a une seule étape de repos finalement, c'est après la 5e spéciale. Et puis sur la fin de ce parcours, donc passage par Al-Douadimi, puis ensuite Riyad et Choubataya justement
Shubaita, pardon, pour terminer. Alors la petite anecdote aussi, ou en tout cas la chose à noter, c'est que les motos ne partageront pas forcément les mêmes parcours que les voitures cette année. Donc ça va être assez intéressant, et c'est ce que Sébastien disait tout à l'heure. S'il y a des erreurs de parcours, ça ne sera pas forcément de la faute des motards qui, eux, auront... Alors c'est quoi parce que du coup, les épreuves marathon, on les connaît. Seb, c'est quoi les 48 heures et les marathons, c'est quoi la différence? Il n'y a pas une énorme différence, mais c'est-à-dire que le soir, on n'a pas d'assistance. Dans les deux cas. Voilà. Dans une 48 heures, on est vraiment livré à nous-mêmes. En fait, on a une spéciale qui fait plus de 900 km cette année. Et on a 48 heures pour la faire. Donc, il y a des bivouacs qui sont répartis à des endroits de la spéciale. C'est-à-dire que... oui. Et genre, le bivouac ferme à 16 heures, par exemple. Et si on a passé le premier à 16 heures, avant 16 heures, on continue. Si on passe le deuxième à 15h50, on continue. Et dans le suivant, où il sera 16 heures passées, on doit s'arrêter. Celui qui est arrivé à 16h01 au premier bivouac, il s'arrête au premier bivouac. Oui, il y a eu ça l'année dernière, il me semble. Donc on ne dort pas tous aux mêmes endroits. Sauf le pointage en rallye, quoi. Voilà, mais bon, après, le temps s'arrête aussi à ce moment-là. Et donc, il y en a qui ont peut-être fait plus de kilomètres que les autres le premier jour, ils en feront moins le deuxième. Par contre, là, on est vraiment seuls entre nous. Il n'y a que les équipages qui se sont arrêtés à cet endroit-là. On a un camion qui est là, où il y a des tentes, quelques rations de survie, un sac de couchage. On nous fournit tout ça avec des packs d'eau. Et puis, on fait notre nuit là, on plante la tente à côté des voitures, au milieu du sable. Puis, c'était une ambiance plutôt sympa l'an dernier. On avait... Trop bien. Voilà. et puis donc, le lendemain, on repart, on finit la spéciale. T'as un horaire pour repartir? Enfin, c'est obligatoire de rester. Il y a une heure de départ. Il te redonne une heure de départ du lendemain. La marathon, là, on fait une spéciale le premier jour, on arrive, on finit la spéciale, on part en liaison, on va dans un bivouac, mais qui est marathon, donc il n'y a pas les assistances, c'est pas le bivouac où il y a tous les camions d'assistance et tout ça. Les voitures sont dans un parc, on peut bricoler nous-mêmes aussi sur les voitures. Le petit avantage qu'on a par rapport à la marathon, c'est qu'en fait, on a le droit de s'entraider entre concurrents. Dans la marathon aussi, mais sauf que sur la marathon, on n'a pas les camions qui nous suivent, en fait, parce qu'on a toujours, il y a des camions de course qui sont engagés, qui nous font aussi un peu assistance. Donc à la marathon, on compte un peu sur eux. Ils peuvent nous ramener des roues, etc., réparer un petit peu nos voitures s'il le faut, parce que dans les camions, c'est des mecs qui sont plutôt mécanos que pilotes pour certains. Et puis voilà, donc là, on a quand même une espèce d'assistance. Alors, on ne va pas changer un moteur, mais on peut réparer pas mal de choses. Et puis donc, le lendemain, on repart dans une nouvelle spéciale. Et là, ça fait une marathon. Voilà. Évidemment. Combien de catégories cette année? Alors, on a pas cette année, c'est toujours la même. Oui, enfin, on a plusieurs catégories justement qui sont engagées. Donc, on a les motos, on a les voitures, donc la catégorie Ultimate évidemment. On a les T3 Challenger, on a les SSV, donc les T4. On a les camions, on l'a dit, qui font plutôt assistance. Les Dakar classiques, les quads. On a vraiment pas mal de catégories justement qui sont représentées. On a les deux roues motrices avec Christian justement en fait partie aussi de ses concurrents. Donc, ça fait pas mal d'engagés. On a de quoi faire, j'allais dire, pour s'occuper. Donc ça fait aussi pas mal de traces. Il ne faut pas se faire piéger. C'est ça. On avait tellement de pilotes à parler, mais on va le faire à l'envers. Si sur les concurrents que toi, tu peux avoir, Seb, qui tu pourrais redouter ou tu gardes Vous avez 2 heures l'œil, Il y en a quelques-uns. En fait, déjà, la réglementation qu'on a aujourd'hui, et je vais faire assez rapidement, mais toutes nos voitures sont proches. Et on l'a vu au Rallye du Maroc, même que si on a fait premier et deuxième avec mon équipé Nasser Alatia, qui est probablement un de mes plus gros adversaires, on a vu que les autres n'étaient pas loin non plus. Les Mini étaient performantes, les Toyota étaient performantes, les Ford qui sont nouvelles étaient performantes. Donc, en même temps, on a une puissance qui est contrôlée par la FIA, on a un poids qui est contrôlé par la FIA, on a une largeur de voie maxi, un débattement de suspension maxi, et on roule tous à peu de choses près avec les mêmes pneus. Donc forcément, ça resserre les perfos de chacun. Mais donc, dans tout ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent tirer leur carte du jeu. Il y a Nasser, il y a Sainz, il y a Ekstrom, qu'il ne faut pas oublier. Les Sainz qui est passé chez Ford, d'ailleurs. Sainz et Ekstrom chez Ford. Moraes, Quintero. De Mevius qui a fait des super temps et qui a fait un très beau rallye du Maroc aussi, avec une Mini qui a très bien marché. Il y a toujours Giniel de Villiers qui est toujours là. Lui, il est toujours régulier. C'est une machine, lui. Il m'impressionne. Il a toujours été là. Il est incroyable, ce pilote. Et il y a Dakar Fan Zone qui dit qu'apparemment, il n'y a pas de quad cette année.
Ah non, il y a plus. Oui, Non, c'est pas vrai, de pardon. Oui, Ah bah. c'est moi qui. Parce que je relisais aussi Non, mais les merci palmarès, à- parce que oui, c'est vrai. C'est le vrai chat qu'il qui y a des- nous aide. Oui, il y a des changements. hein, Je il y a des changements. t'entends ponctuer ça, Christian, quand je t'ai parlé des quads. Ça... Ça a tilté. Oui, non, mais tout à l'heure, je n'ai pas voulu couper, mais bon, là, il n'y a plus de quad cette année. D'ailleurs, il y en avait, bon, il n'y a plus beaucoup de concurrents. C'est vrai. C'est notre discipline. C'est regrettable pour les passionnés de quad et ceux qui faisaient ça, mais Surtout que c'est les je Français crois qui gagnent qu'aujourd'hui, souvent. il y a tellement de participants aujourd'hui. D'ailleurs, le dernier vainqueur en quad sera en SSV cette année. Donc voilà. Ouais. Le peu de quadeurs qu'il y avait, ben, ils sont passés sur du SSV, du T4 ou du T3. Effectivement, ouais. C'est pour ce que je disais, du coup, le SSV qui est plutôt la porte d'entrée pour la compétition entre les usines et ceux qui sont stock. Il y avait l'année dernière, c'était une famille de Polonais, je crois, et ils gagnaient tout. C'était le père, l'oncle et le fils. Ouais. Et ils aviennaient, les gars, tous les jours. C'était tous les mêmes. C'était incroyable. Ils ont avionné fort et Ouais, d'ailleurs faut le jeune est très fort et bien, mais ils ont été mis hors course pour un problème ils n'ont pas Ouais, suivi le pardon. règlement sur un truc. Ils ont mis des vérins. Des vérins. Ouais, ils ont mis des erreurs. C'était Robbie Gordon, le team manager, c'est pour ça. Et là, on parle de l'organisation, de la course, de tout ça, mais sur la piste, je veux dire, entre le départ et l'arrivée, ça chôme pas, quoi. Là, les Ultimates, et même dans toutes les catégories devant, ça rigole pas, quoi. Là, j'imagine, ouais. C'est dur à filmer, c'est dur à expliquer, même c'est dur de l'expliquer, mais parfois... Et toi, tu vois qui, justement, en concurrent? Il y a du monde aussi. Avec toi, il y a Samine. Ben là, je les connais moins. Il y a Price. Lui, il est en moto. c'est Sarah Price. Non, c'est Sarah. Ah, je crois que c'est... Ah, ok. Non, c'est pas Toby. Oui, j'ai cru que c'était Toby Price. Non, mais il est en moto toujours. Oui, mais bon, ça aurait pu. Non, hein. il est en Toyota aussi maintenant. C'est pas vrai. Toyota, ouais. Ah, il est en ça va Avec bien. Sunderland en Avec copilote. Sunderland. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, Samine, ouais, ça... Il faudra prévoir un petit budget pièce pour eux. Il y a moyen. Bah après, nous, le SSV, on veut jouer au scratch au plus haut possible, puisqu'il y a une règle pour les ordres de départ. Si on est dans les 120% Ouais. du meilleur temps de la journée, donc là, j'ai refait les tableaux, et parfois, c'est par rapport au meilleur temps de Seb, et du coup, bah, c'est pas facile d'être dans les 20% Ah ouais. qu'on est moins performant. Uh-huh. Mais si on est dans les 20%, on repart bien classé. Si on n'est pas dans les 20%, on part beaucoup plus loin. Ok. Et là, c'est les fameuses traces qui Voilà, sortent. donc pour nous, c'est pour économiser la machine, pour aller plus loin, pour économiser les pneus, pour pas avoir pour être bien, il faut qu'on plus on est offensif, plus on est dans le bon wagon, etc., etc. Plus ça paye. Ouais, mais plus tu prends de risques. Et c'est ça qui est pas facile. Là, la première semaine, elle est costaud. La 48 heures, la marathon, les cailloux vont être dans la première semaine. Ah, les pierriers, là. Les pneus, on leur demande beaucoup. Hein. On a les KDR 3. On a une bande de roulement costaud, mais heureusement, parce que parfois on se jette dedans. Hein. Ah bah ça, Quel c'est poids sûr. ça fait un SSV, globalement? Une tonne 150. Ah, quand même, hein. Et qu'est-ce qu'il y a comme moteur dessus, C'est un 4 généralement? cylindres Atmo. Oui. On a des brides. C'est la règle ou c'est Non, quoi? il n'y a pas de règle. Par contre, il y a des balances de performance, poids, puissance. D'accord. Nous, Polaris, on a un véhicule quasi stock avec une bride. On a un 4 cylindres Atmo. Donc la bride sur l'Atmo, elle nous pénalise un peu. Mais c'est un véhicule, c'est un Pro Air, donc c'est un véhicule assez sain, quasi d'origine. Combien de chevaux là-dessus? D'origine, chez le concessionnaire, c'est 225. D'accord. Ouais. Et une tonne à peu près. Nous, il est un peu plus lourd et un petit peu Mais moins je savais puissant. pas qu'il y avait parce une qu'il y a la BOP bride. là-dessus. C'est fou. Je pensais que Ah ouais, en ouais. usine. C'est- Il y a aussi D'origine, une BOP chez vous aussi? Nous aussi, ouais. Nous, on a une courbe de puissance qui est imposée par la FIA. Ok. On doit tous la respecter. Il y a des capteurs de couple sur les Je savais voitures. À partir de cette année, c'est une nouveauté, mais de toute façon, c'était déjà contrôlé avant. Et donc, c'est pour ça que je te disais, toutes les voitures sont proches, parce qu'on a le même poids, la même puissance. Ouais. Et les mêmes fabricants d'amortisseurs pour la plupart. Donc, à la fin, Ouais. c'est dans la spéciale que ça se joue. C'est pas monotype, mais bon, c'est dans l'esprit, quoi. Et comme disait Christian, en fait, c'est devenu un sprint, parce qu'on a des voitures qui passent partout. Et Ah oui. avant, Oui, même encore à mes débuts, donc c'était pas Oh, 2007. 1992, mais en fait, on voyait souvent quand on a été dans des étapes compliquées de dune, une voiture plantée ici, une autre plantée là, un autre qui a arraché la roue sur un caillou. Là, aujourd'hui, nos caisses, elles sont costauds. Ah ouais. Et c'est rare qu'on se tanque. Alors, ça peut encore arriver, mais c'est rare de se tanker. Et donc, c'est à bloc tout le temps. Ouais. Et ce qui va probablement changer un petit peu cette année avec le fait qu'il n'y ait plus les motos devant. Alors justement, tiens, je voulais en parler, donc ça tombe bien, il est bien, il me fait les transitions. C'est vrai que les motards, surtout sur la deuxième semaine, seront pas vraiment avec vous sur le même itinéraire, donc ça peut changer un peu la donne. Il y a des bénéfices, hein, évidemment. On va réduire les risques de dépassement voilà, avec les motards qui sont parfois voilà, sur des rythmes un peu différents, c'est normal, hein, ils ont que 2 roues, eux. Donc ça veut dire que les conditions de sécurité vont être améliorées. Ouais. En revanche, donc, on pourra plus aider des traces. Donc là,
va falloir, au niveau de la navigation, être fort. Clairement, après, c'est vrai que les dépassements, les motos dans les dunes, un motard qui est tombé parce qu'il est épuisé, il tombe derrière la dune, nous on arrive derrière, un passage voit de pas. dune, on est en aveugle. Hein. Donc ça pouvait être dangereux, et effectivement, donc ils ont décidé déjà dans tout ce qui est dune de séparer les parcours. Et même sur des pistes classiques, on a tendance à céder de la trace des motos. Moi, il y a 2 ans, je crois que je gagne 6 spéciales de suite. Donc, quand on gagne une spéciale un jour, on ouvre la route le lendemain. Eh oui. J'arrive à gagner des spéciales de suite dans les dunes parce que la trace des motos me suffisait. Quand on se retrouve tout seul au milieu de dunes vierges et qu'on fait notre propre trace et qu'on doit aller relier un point sur un cap, eh ben, on est obligé d'être super concentré sur le cap. Oui, déjà ça. Et en plus, tu vois pas les endroits où les dunes sont cassées. Tu peux pas toutes les passer de face, donc tu contournes un peu à droite, tu reviens, machin, il faut corriger un peu le cap. Tu es tout le temps les yeux sur le cap, tu peux pas attaquer de la même façon que quand tu suis une trace et que tu considères que ta trace c'est un circuit. Le copilote, il s'occupe de vérifier que ta trace est bonne, et toi, tu mets du gaz en suivant la trace que tu as devant toi. Forcément. Donc, il peut y avoir quelques les premières changements, voitures qui vont se retrouver à gagner une spéciale, donc à ouvrir celle du lendemain, potentiellement, par rapport au mec qui part 10e derrière, ça peut faire des gros écarts dans les spéciales. Ce qui n'était pas le cas quand tout le monde roulait dans une trace. C'est ça. En fait. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que... Et oui, on essayait justement de redistribuer les cartes. C'est peut-être la manière qui a été trouvée, quoi. Et pour compenser, en moto, celui qui ouvre a des bonus. Ah, Celui qui est le premier sur la piste a 0,5% ou 5%, je ne sais plus exactement comment il fait le calcul. Sur les 200 premiers kilomètres, il a des bonifications. Parce qu'ils ont vu qu'en moyenne, tu perdais un quart d'heure quand tu ouvrais Ouais, le spécial. forcément, ouais, normal. Et en voiture, je ne crois pas que c'est ça. En voiture, C'est vrai. Je crois pas que ça a été mis en place, ça. il n'y aura pas ça. en Non, il voiture. n'y aura pas ça en voiture. Non, donc Et, c'est vrai. et je pense qu'en voiture, c'est même pire d'ouvrir la Ouais. piste qu'en moto. Ce qui fait qu'il y aura une vraie stratégie, en fait, un peu comme en moto d'ailleurs, Ouais, de pas finir devant. avec quoi. celui qui ouvre et celui qui ouvre pas, encore plus qu'avant. Par contre- Ouvrir, c'est quand même aussi quelque chose, quoi. Je veux dire, t'emmènes toute la caravane. Ouvrir dans les dunes, c'est dur. C'est clair. Mais ouvrir et perdre 20 minutes Ouais, c'est ça. tous les jours, à chaque fois que tu ouvres, c'est Tu m'étonnes. chiant aussi. Ouais, Mais ouais. par contre, faire une stratégie sans information, parce que nous, on est dans une voiture, on n'a ni téléphone, parce Ouais, qu'ils c'est sont ça. sous scellés, Ah ouais. aucun contact radio avec personne, donc on est tout seul, tous les deux. Donc faire une stratégie, les seuls repères qu'on a, c'est quand on a rattrapé une voiture, ou qu'on voit la voiture de devant, ou que l'autre nous a doublé. Mais à part ça, on ne sait pas Ouais. où on en est dans nos chronos. Donc faire une stratégie quand tu n'as pas les chronos de base... Tu sais jamais où t'en es dans la spéciale. J'avais- Jamais. T'estimes, que, quoi. que visuellement, par rapport aux Je veux autres. dire, t'as aucune notion de différence de temps avec le mec de devant derrière. Il n'y a que quand tu arrives. Aucune information. Bah, d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'en plus, j'en Il y en a qui discutais, oui, font, c'est vrai, ouais. parce que Mylène m'a dit souvent, c'est moi qui annonce les différences de Ah oui. Ouais, Voilà. ouais, on ne sait pas. Donc, ouais, c'est Sauf ça. quand on Mais a- comment il y a des neutralisations des fois. Donc sur les neutralisations, on se retrouve. Quand il y a des neutralisations de 2 ou 3 minutes, on voit le concurrent devant, combien de temps il est reparti devant nous, ou celui qui arrive derrière. Ça permet de se donner une idée. Mais Évidemment. voilà. Mais c'est sûr que celui qui va ouvrir en voiture cette année, ça risque de faire comme en moto. Celui qui gagne une spéciale, le lendemain, il fait 10e ou 12e. Et là, ça va être pareil, surtout dans les dunes. Comme dit Seb, d'ouvrir la dune, ça va être compliqué en voiture parce que toutes les crêtes ne vont pas être cassées et on ne pourra pas passer avec beaucoup de rythme les crêtes de dune. Ah ouais, forcément. Par contre, on pourra partir tôt par rapport à d'habitude où finalement vous n'aviez pas la possibilité de voir les premiers rayons du soleil, quoi. Je sais pas C'est si vrai. J'ai Hein pas envie de ça, moi. Ah bon, d'accord, ah, oui, c'est vrai. J'ai oublié que c'était pas du matin, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. On va partir après. Nous allons continuer maintenant pour parler évidemment Moi non plus, hein, ça va de être- Ultimate. C'est parti. Bon, justement, Seb, est-ce que le parcours global te plaît cette année? Ben écoute, je pense qu'il va être, comme un peu tout le monde le dit, hein, mais il va être compliqué parce que d'avoir. Déjà, on arrive avec des voitures nouvelles. Nous, on a une Dacia qui est nouvelle, la Ford est nouvelle. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans le Dakar? C'est d'avoir fait un peu le tour en WRC. Tu dis, tiens, ça, c'est quelque chose qui me plaît, c'est un vrai challenge. Déjà, j'étais passé à autre chose. Après le WRC, j'avais plutôt commencé à faire du circuit. Oui, c'est vrai. Puis le rallycross, puis Pikes Peak. Et puis j'ai toujours aimé la diversité, moi, en fait, dans le sport auto. Et quand je faisais du rallye, j'avais envie de rouler en circuit. Quand je roulais en circuit, je me disais, bon, le rallye, c'était quand même bien. Et, Attends, on a fait les 24 heures du Mans avec j'ai- Henri Pescarolo. j'ai fait les 24 heures aussi. Mais en fait, le Dakar, c'était plus le côté aventure qui changeait un petit peu de l'univers du sport auto qu'on avait l'habitude de voir. Et j'y suis allé pour la première fois en spectateur et j'ai Ça. trouvé ça beau et je me suis dit tiens C'est c'est beau. un truc qui me Je me rappelle tente. que tu as conduit en Formule 1 aussi. C'est J'ai vrai, conduit en Formule 1. au Red Et Bull c'est Ring bien notamment. aussi. ça. Il a tout C'était fait. pas mal, hein. Il a tout fait, mais il est doué en tout. C'est vrai qu'il monte dans une caisse en piste, il a tout le monde. J'étais. C'est le talent, Ensemble. ça s'appelle. Est-ce que tu peux nous parler de ton Dacia Sandriders parce que c'est vrai que c'est une nouveauté.
J'ai vu la vidéo de présentation, on a quelques images. Il y a pas mal de nouveautés, notamment aussi une cartouche de gaz qui est là pour éviter les gros chocs pour tasser, c'est ça? Il y Ouais. a pas mal de choses Alors ça, là-dessus. effectivement, alors cette cartouche de gaz, pour en reparler tout de suite, c'est au niveau du siège. Le siège ne bouge pas comme un Oui, chauffeur non, routier. Hein. Par contre, au-delà d'un certain nombre de jets, effectivement, ça va s'activer, ça va nous permettre. On ne compte pas l'utiliser beaucoup, mais en cas de grosse cuvette ou quoi, ça permet d'amortir un petit peu le choc pour le dos, ce qui est toujours un petit peu le point faible des pilotes. Parce qu'on peut se blesser si t'es à fond, Évidemment, quoi, sans avoir de crash. Quoi. Elle a l'air très techno, hein, là. C'est assez fou là maintenant dans les voitures. Mais C'est je regarde, c'est impressionnant. impressionnant. Oui, Ouais. oui, très impressionnant. Effectivement, les voitures sont solides et parfois, la limite, c'est un petit peu notre corps hein, dans les dangers, dans les cuvettes, etc. Donc la voiture, c'est une voiture qui fait 4 roues motrices, toujours la même réglementation, c'est un T1+. Je dirais que par rapport à ce qui m'a donné envie d'aller chez Dacia aussi, déjà, c'est la motivation du groupe de s'être engagé là-dedans. C'est leur premier championnat du monde, ils sont tous à bloc derrière nous. En plus de ça, on continue à travailler quand même avec ProDrive. J'avais fait 4 ans déjà avec eux de développement sur la voiture d'avant. Donc je savais ce qui était bien, ce qui l'était moins. Et j'avais mon mot à dire sur la création de la nouvelle. Donc les éléments de base, justement, dans la ProDrive, on ne voyait pas très bien sur les sommets de dunes. On était assez loin, qu'un long pare-brise. Là, on a optimisé cette Ça se position. voit, là, Ouais, c'est épuré, c'est vrai. Hein. On a travaillé aussi les échappements, déjà on les a décalés derrière parce qu'ils nous chauffaient les pneus. Je pense que c'était un de nos problèmes de crevaison, c'est que le pneu arrière était toujours très chaud à cause des échappements. Donc voilà, on a travaillé. Et puis donc, par contre, la géométrie de suspension marchait bien. On a refait un truc similaire. Donc ça permettait de se baser sur ce qu'on avait, qui était quand même déjà perfo, pas assez solide. Donc on a les triangles ressemblent aux autres, mais en plus costaud. Donc on a pu justement repartir d'une feuille blanche en exploitant toute l'expérience qu'on avait depuis des années ensemble. Et je pense que c'était bien. C'est cool. D'ailleurs, cette voiture, tu t'es imposé au Maroc. On a Bob sur le chat qui nous dit Bob, le petit Suisse ravitailleur qui est essence au rallye du Maroc. On lui passe le bonjour. Tu étais satisfait de voir comment ça s'est passé, justement, ce Maroc? Ça t'a rassuré pour cette épreuve qui arrive là? Ouais, parce qu'effectivement, ça fait toute l'année qu'on développe la voiture. On a fait 5 séances d'essai, une en Angleterre, une en France, 3 au Maroc. Au Maroc, c'était pendant l'été, donc conditions difficiles. On a eu des 47-48 degrés. Quand même. Et là, on a quand même commencé à découvrir des vrais problèmes de chauffe. Et c'est Donc il y avait du travail. Et les plus gros problèmes qu'on a eus sur ce truc-là, c'est-à-dire qu'on avait des problèmes de ventilateur. Cette voiture, elle est conçue, si on regarde, elle n'a pas beaucoup d'entrée d'air. En fait, elle est conçue pour se refroidir avec les ventilateurs, parce qu'on sait que quand on chauffe, c'est souvent à 40 km/h dans les dunes. Donc il n'y a de toute façon pas d'air dynamique. Donc, par contre, quand on tombe en panne de ventilateur, ce qui a été notre problème sur les dernières séances d'essai, ça ne va plus. Donc il y a eu pas mal de travail de compréhension, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ces ventilateurs s'arrêtaient, etc. Et on est arrivé au rallye du Maroc avec peu de certitude, en fait. On ne savait pas trop, ils avaient bossé, ils avaient trouvé des trucs, mais on n'avait pas eu le temps de les essayer. On est arrivé au Maroc, j'espérais que les voitures allaient finir la première spéciale, et puis finalement, 1 et 2. c'était très bien. Alors on était proche de la limite, on a été proche des limites de température, on a eu 2-3 soucis qui ne se sont pas vus, mais l'équipe a retravaillé depuis le Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait tout ce qu'on pouvait, en tout cas, on a bien bossé. Donc, je pense qu'on est prêt. Je pense que tu es prêt et tu vas On nous n'est faire des jamais merveilles. prêt, mais bon, en tout cas, voilà, on s'approche de... C'est ça, enfin, c'est très cool. Évidemment, Seb, tu es là, on ne peut pas parler de WRC. Est-ce que, on a dû te poser 1000 fois la question, tu as un souvenir particulier, une étape, un rallye qui t'a vraiment touché En WRC? Ouais, dans toute ta carrière. Celui-là. Ah, bah, ouais. Le dernier Ouais, Monte-Carlo ça faisait quoi? Depuis Quasiment 2000. 10 ans que j'avais arrêté ma carrière de pilote. J'avais refait des piges à Tu droite avais quand même à gauche. gagné entre-temps en Espagne. Hein. J'avais regagné un petit coup en Espagne quand même. Comme ça. Mais bon, ça faisait quand même longtemps que j'étais plus vraiment dans le truc. Et puis je reviens faire un rallye avec une nouvelle voiture, nouvelle copilote. Au Monte-Carlo, en plus, un des rallyes les plus mythiques et sur lequel on se sent le plus à la maison, parce que ça se déroule en France, il y a tous les supporters et tout. Et puis, me retrouver à gagner le rallye en bagarre avec Ogier jusqu'au bout, c'était super. Et en plus,
quand on gagne, alors qu'on n'est pas sûr d'avoir gagné au moment où on passe la ligne, Ouais. je peux te dire que quand tu sais que tu as gagné, c'est plus excitant que quand ça fait un jour et demi que tu gères pour aller au bout. Hein. Donc, Forcément. Ah, c'est clair. Donc, Et en plus, vous avez marqué aussi l'histoire tous les deux, parce que Isabelle a regagné depuis Fabricia Pons, je crois, depuis 97. Il n'y avait pas eu de copilote femme qui avait gagné. Donc, tu vois, c'est pas mal. Eh. C'est quand même la classe. Non, c'est un truc de fou. De toute façon, on pourrait faire une émission de 4 heures. Je vois l'heure qui Ah bah oui. défile. Ah bah, on est parti pour ça. non, on a C'est pas. ça. Ben oui, c'est Exactement, exactement. Non, mais en tout cas, c'est vraiment. On souhaite que ça fonctionne. Tu as fait 3 fois deuxième, 2 fois troisième. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Cinq Attends, podiums. je vais vérifier. Je t'en prie, je te sais les 5 victoires. podiums, effectivement, il n'y a pas de victoire au milieu, donc je pense que Ouais, ça doit être ça. 3 fois Ouais, 2 je vais le noter. 2 fois 3. 3 fois 2. Je l'ai noté. 24 victoires d'étape, 3 fois deuxième, 2 fois troisième. Bon, cette année, c'est la victoire. On va te porter chance. Et on va aller du côté de notre glacier, parce que Christian, il est derrière. Il n'est pas dans le désert. Il est avec. Il a sorti les pneus neige. Il a au ski. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un paysage montagneux. Christian, tu roules en 2 roues motrices. Toi, tu roules avec Valentin Sarraut. Qu'est-ce qui fait que tu restes sur de la 2 roues motrices et que tu ne cherches pas à aller autre part là? Bah, c'est bien une question de budget, hein, tout simplement. D'accord. C'est juste ça, ok. Ça, c'est clair. Ah, c'est que ça. Et c'est plus difficile. C'est pas le même budget. Après, j'ai la chance d'avoir le Team MD, qui est une petite PME, qui est un constructeur normand de buggy, qui me fait confiance et qui me permet de rouler, on va dire, quand même à moindre coût, parce que bon, je les aide aussi sur le développement, sur le relationnel, toutes ces choses-là. Voilà. Alors, quelle est la différence? Ben, on fait partie de la catégorie Ultimate, sauf qu'on était comme Seb, c'était un 1, nous, c'était un 2, comme C'est deux ça. motrices. Les Audi étaient T1E, comme l'année passée. Pareil, il y a une courbe de puissance, mais nous, on n'arrive pas au niveau, c'est 400 chevaux. On est un petit peu en dessous. Maintenant, il y a un capteur de coupe, mais qu'on n'a pas actuellement non plus. C'est une voiture, on utilise les mêmes dimensions de roues depuis que c'est la catégorie Ultimate. Les 4 roues utilisent les mêmes dimensions que les 2 roues. On n'est qu'en 2 roues motrices, donc sur du terrain rapide, cassant, on va dire on est assez performant. Là où c'est un petit peu plus compliqué, ça va être sur des terrains comme dans l'Empty-Quarter où il y a beaucoup de dunes enchevêtrées. Ben, c'est plus dur de relancer. On est obligé de rouler très dégonflé. Qui dit rouler dégonflé, c'est difficile de mettre un peu de rythme. Donc voilà. Mais aujourd'hui, sur le marché, la catégorie Ultimate, le Buggy MD, c'est la voiture prix-performance, ce qu'il y a de mieux placé. Voilà. Christian, je vous pose la question, c'est quoi la base? On ne va pas parler de budget d'aujourd'hui, mais bon, entre un 2 roues comme nous et puis une 4 roues, c'est du simple au double en termes de budget. D'accord, ah ouais. C'est quoi la base de cette voiture? Il n'y avait pas un prototype SMG de Philippe Gache aussi qui ressemblait un peu à ça, non? Non, ça c'était le two-wheel drive qui avait été racheté par Philippe Gache. Aujourd'hui, ça c'est Antoine Morel qui a monté ce projet. Antoine, il a fait de la moto, il a fait du quad, il a gagné en 2005, je crois, avec un quad Can-Am Dakar. Après, il a construit un buggy en 2009. Alors, quand il roulait en quad, c'était un peu le Saint-Bernard. Il aidait tout le monde. C'était le garageau des rallyes. C'était le Normand garageau qui aidait tout le monde. Et un jour, il a construit un buggy en 2009. Et la petite anecdote, un jour, donc il connaissait très bien Jean-Louis du Dakar. Et un jour, il appelle Jean-Louis. Écoute, Jean-Louis, je vais monter un buggy et je vais mettre, je crois que c'est le VTEC Honda dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, Jean-Louis lui dit, c'est une grosse erreur, ça ne marchera jamais. Et là, Antoine, il a raccroché le téléphone. Il a dit, je connais Jean-Louis, il m'a dit que ça ne marchera pas, donc c'est que ça va marcher. Donc c'est parti comme ça. Et il a monté cette structure avec Marie, son épouse, et maintenant il y a Johan Morel qui est dedans. Et aujourd'hui, ils en sont là, au 37e buggy cette année qui va arriver, qui est l'Evo 5. Et du coup, toi, tu disais les difficultés d'avoir, quand tu n'as pas de 4 roues motrices, justement, l'importance des pneumatiques. Là, en l'occurrence, là aussi, tu es en BF, Goodrich. C'est une propulsion, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu la vois, cette difficulté, justement, d'appréhender les dunes quand tu les vois arriver? Tu dis, là, il va me manquer de la puissance. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut t'aider? C'est la pression des pneus? Comment on peut gérer ce moment-là? Ce n'est pas un manque de puissance, non, ça va. Après, on n'a que 2 roues motrices, donc il faut éviter de se faire piéger dans les petites cuvettes et des endroits très enchevêtrés. Il faut toujours garder du rythme. Après, on a quand même des grosses roues, on a quand même des grands débattements, on a un petit peu plus de débattements que les T1, enfin que les 4 roues. Je touche du bois, ça fait
4 ans que je roule avec. J'ai jamais sorti les plaques encore. Ah ouais, Donc bon. incroyable. Donc, voilà. Alors ça, je ne pensais pas que c'était Donc, possible. Installe des vérins. Pas des vérins pourtant, nous, hein, Valentin. C'est fou. Il va pas te lâcher. J'ai jamais sorti les plaques, je pensais même pas que c'était possible, ça. Non, non, alors, voilà, ça fait 4 ans que je n'ai pas sorti les plaques. Après, j'ai eu une bonne école. Hein, quand on a roulé 4 ans avec des T2, des voitures qui font 3 tonnes, c'est une bonne école de pilotage pour le sable. Mais bon, si ça se trouve, cette année, je vais les sortir 4-5 fois. Hein, on n'est jamais à l'abri. Non, C'est notre la point magie du fort, Dakar. voilà, c'est qu'on a le dégonflage. Donc, on peut descendre. On roule entre 1,8 et 2 bars à peu près, sur les pistes roulantes. Et on peut descendre très bas jusqu'à 400 grammes s'il faut, hein, si c'est vraiment très mou. Ah ouais. Mais l'année passée, dans l'Antiquator, quand on a pris le départ de l'étape 48 heures, on est parti avec les réservoirs pleins. Donc nous, on a 400 litres. Une voiture comme Seb, elle doit avoir 500 ou 550 litres. Voilà, on est parti avec 600 grammes à peu près dans les pneus. Ah ouais. Donc 600 grammes, c'est pas la pression que le constructeur, que le manufacturier te donne préconisée. Donc bah oui, c'est bien parce que ton pneu se déforme, on va chercher de la motricité. Mais au fil de la journée, on casse les carcasses. Chauffe, ouais. Et à la neutralisation d'étape 48 heures, on a changé nos 2 pneus pour ne pas éclater les pneus après. Mais bon, on n'a pas le choix. Si on dégonfle Ah oui. pas, on n'a pas le choix. Alors, je voulais te poser. Excuse-moi, Christian. que le- Je voulais te poser la question parce qu'à l'époque, Jean-Luc Chausser, il pouvait justement gérer la pression des pneus. Moi, j'adorais ça. Catégorie de motrice, on peut jouer sur les pressions parce que justement, pour Ah oui. permettre de franchir les dunes, ils descendent très bas. Avec la Peugeot, on faisait ça, on descendait très bas comme d'accord. Christian dans les dunes. Dès qu'on arrivait à la fin des dunes, on remontait pour la piste. Aujourd'hui, non, nous, sur les 4 roues, on n'a pas accès à ça. D'accord. Ça avait l'avantage aussi, quand il y avait une petite crevaison lente, de pouvoir enclencher le compresseur et de garder et de l'emmener loin. Qu'aujourd'hui, nous, quand on voit une crevaison lente, on sait que c'est mort. Il va falloir s'arrêter tout de suite, aussitôt que possible, en fait. Ouais. Et tu le sais, dans la voiture, au dash, tu as un truc qui Dans t'annonce. les pressions au dash, Ouais. elle passe en rouge et tu as une alarme quand on a une tu sais qui tombe. que- Quoi. Ouais. Et là, tu dis, Sortir là. Ça, ouais. C'est clair. C'est Faut clair. pas jouer. Bon, en tout cas, Christian, là, t'es fin prêt. Là, on te souhaite que ça fonctionne bien et tu nous ramènes à La des. coupe à la maison. Ah ouais. Ouais, après, voilà, on espère faire quelque chose de bien, puis surtout pour toute l'équipe MD. Hein. Nous, on a une voiture, on va dire, Made in France, hein, hormis le bloc moteur qui est un V8 Chevrolet. Mhm. Le châssis, tout est fait en France, la carrosserie, suspension, c'est français, boîte de vitesse, on est en Sadev, Michelin, BF Goodrich, un groupe. Donc, Bien sûr. voilà, aujourd'hui, le team, il engage quand même 12 voitures. Donc, l'objectif, c'est de gagner la catégorie de roue motrice. L'objectif est d'essayer de rentrer dans les 10 premiers, mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a vraiment de plus en plus de voitures compétitives de 4 roues. Puis, il n'y a jamais eu autant de constructeurs. C'est vrai. Et il y en a encore qui vont arriver en 2026. Donc, il y a un plateau qui est extraordinaire et ça va faire une belle course. Et puis, ça ne va pas être simple non plus pour les leaders devant parce que Ouais. il va falloir savoir gérer. Et puis, peut-être pas gagner des jours pour ne pas ouvrir le lendemain aussi, comme ce qui se passe en moto aujourd'hui. Tu vas gérer, Christian. On Il a a 213. foi en toi, bien sûr. Ça va cartonner. En tout cas, vraiment, encore une fois, je suis très content que tu aies pu venir même à distance parce que profond respect pour le pilote que tu es en moto, l'endurance, les bols d'or. On aurait pu en passer beaucoup de temps, mais malheureusement, le temps presse. Mais bravo pour tout ça et j'espère que ça va vraiment fonctionner sur ce Dakar et que tu vas nous ramener des victoires d'étape ou peut-être avec quelque chose. On va pas trop en Non, parler on parce dira qu'après, rien. voilà. Après, Oui, voilà. après, on dirait que c'est de ta faute. Voilà, en tout cas, bonne chance et on te souhaite le meilleur et que ça continue comme ça parce que franchement, c'est gros respect pour le pilote que tu es. Merci, Les amis- merci à vous pour l'accueil et puis bonne continuation. Et puis, merde à tout le monde. Et puis, C'est Inch'Allah, ça. comme on- Bah, vous le direz en À vrai. bientôt, hein. Ça marche. C'est ça. Et dernière partie de cette émission pour conclure, on va essayer de speeder. Je sais que vous avez tous des emplois du temps, les amis. Merci en tout cas de nous accorder ce temps-là. On va parler du SSV avec Xavier. C'est parti. Et donc, tu m'as squeezé ma partie sur l'historique de BF. Si, c'est après. Ah oui, d'accord. C'est après. On parle de Xavier et après, évidemment, on parle de BF Goodrich, bien évidemment. Non, tout était calculé. Si tu avais lu Pardon, la excuse-moi, V6 de excuse-moi. ces questions, tu aurais vu que c'était après. Donc, Donc, nous c'est parlions autour de de BF Goodrich. Xavier, je le disais, on s'est vu tout à l'heure, quand tu as eu ton accident en 2021, ça m'a tellement ému quand tu t'es vraiment blessé. Je t'ai envoyé un tweet, je dis franchement, lâche pas, tu as fait un Dakar incroyable. Ne lâche rien parce que c'était vraiment difficile. Qu'est-ce qui t'a motivé à lâcher la moto et de partir au SSV et justement pour Sébastien Le Racing et Polaris?
Ben, la moto, c'était super. Vraiment, j'ai fait ça pendant 10 ans, des hauts, des bas, des joies et des peines. Et à la fin, en 2021, justement, je m'étais retrouvé pilote privé, amateur, et à me battre contre les écuries d'usine. Et du coup, c'est comme au foot, un petit club en Coupe de France qui va se jouer contre le PSG, quoi. Donc, ça a créé pas mal d'engouement et c'était sympa. Et à la fin, il fallait battre des mecs comme Toby Price, qui étaient vraiment des cracks. Et j'ai un peu trop monté le chauffage, je pense. Problème de ventilateur, ça. Ouais. Et à la fin, je me suis un peu emballé et puis ça s'est fini pas mal finalement. Mais ça aurait pu être le cata. Donc ça, là, j'ai pris conscience un peu des risques. C'était très bien la moto, mais d'avoir arrêté, ça a été un soulagement et ça a été un grand moment de ma vie finalement. Je n'aurais pas pensé ça. Ouais. Et puis finalement, pas longtemps après, Fremedia et Polaris et Seb se sont un peu lancés dans l'aventure de créer une équipe au Dakar. Et là, du coup, on a monté un peu ensemble tout ça et ils m'ont proposé, étendu la main pour essayer. Et puis c'était génial, quoi. Je veux dire, c'est la passion de la moto, certes, c'est la passion de base, c'est génial, c'est à vie. Mais maintenant, la passion du Dakar et la passion du haut niveau et de tartiner et d'essayer de se bagarrer pour être le plus performant possible avec toutes les cartes qu'on peut avoir, et ben c'est fabuleux, quoi. Et puis là, dès la deuxième année, le ramener en SSV, pour le team, pour Fremedia, pour Seb qui nous a cru en nous au début, pour Polaris, et l'histoire est vraiment cool. Ouais, c'est clair. Il y a une solidarité entre anciens motards là-bas sur le Dakar. Il y a une solidarité entre tout le monde. Ouais, entre tout le monde. Il y a quelques mecs un peu qui ont dans la pression d'être transparents pour eux. Ouais. Mais globalement, quand même, on s'entraide, quoi. Il y a quand même une bonne ambiance. Il y a beaucoup de mecs en SSV qui viennent de la moto. Et en fait, le Dakar, on va vite, on va au max. Mais là, on veut tous gagner notre catégorie. Et j'espère qu'on la gagnera tous. Mais c'est quand même pas mal une question de gestion et de psychologie. Je veux dire, c'est comment tu abordes la course, comment tu vas faire ou pas faire l'erreur qui va t'empêcher de le gagner, quoi. Ouais. C'est très complexe quand même. C'est pas qu'il faut de la chance, mais il faut pas de malchance, quoi. Quelquefois, ça tient à rien. Comme Seb disait, c'est-à-dire que tu te prépares, mais il peut se passer. Tu te prépares à 100 trucs et il va s'en passer 100 autres, quoi. Et au niveau de la navigation, parce que tu viens de la moto où tu es tout seul avec ton roadbook, là, du coup, tu as un copilote avec toi. Je dis pas de bêtises, t'es pas solo. Ouais, mais je me disais, ça se trouve, un truc énorme, alors que non. Mais d'un seul coup, c'est plus tranquille, t'es vraiment sur le pilotage et tu te soucies pas de ça. C'est une révélation, tu fais ouf, plus cool. Ah ouais, c'est génial. Et puis à côté de moi, j'ai quelqu'un de super, c'est Martin Bonnet. On se battait en moto à l'époque, en enduro quand on était plus jeune. Même en équipe de France, des juniors en moto il y a 15 ans. Tu vois. Il a fait le Dakar aussi en moto. C'est un mec super intelligent et on se capte bien. On se capte bien. Partager ces moments ensemble, c'est top. Et puis, il faut avoir quelqu'un qui est aussi sur la même longueur d'onde, quoi. Il n'est pas trop mou, il n'est pas trop énervé. On est sur le même niveau d'agressivité. Mais la catégorie SSV, on a à peu près tous les mêmes performances. On est limité à 125 km/h. Ah oui. Donc c'est un peu comme si on allait faire un kart de loc entre copains, tu vois. C'est celui qui va. C'est pas mal. Carte de loc. Tu lâches jamais, quoi. C'est limité. Non, tu lâches pas. Je savais pas. Ah ouais, je savais pas. D'accord. C'est limité et du coup, on fait 24 au scratch l'année dernière. Parce que dans les dunes, on se débrouille bien. Je veux dire, dans les dunes. Tu perds que 10 minutes, quoi. En tout. Oui. Et puis dans les dunes, les SSV sont assez performants. Le rapport poids-puissance, c'est bon. Ouais. Il y a Les Lucifer qui nous dit sur le chat qu'il faut avoir une confiance presque aveugle en son copilote. Aveugle. C'est ça. Et lui aussi. Ça. Et voilà, des pilotes copilotes comme Mathieu Baumel, mais tu les vois, mais Nasser, c'est... Michel Perrin. Il l'a eu de nombreuses années, c'est aussi grâce à lui qu'il a pu avoir ses résultats. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est une vocation et en rallye raid, c'est vraiment très très important. C'est eux qui ont la décision finalement. C'est ça. Ah ouais, ça doit pas être évident. Je t'ai pas posé cette question, du coup, Seb, c'est vraiment le choix du copilote. C'est vraiment le binôme qui gagne, quoi. C'est très difficile de... C'est clair que c'est différent du WRC. En WRC, le copilote nous annonce que des choses qu'on lui a dictées, en fait. On a les prises de notes, on a déjà repéré la spéciale, il nous confirme, en tout cas, il nous annonce qu'on lui a dicté. Là, c'est le copilote qui prend la décision, c'est dans ce cap-là, c'est par là. Donc, on s'inspire des traces. Souvent, le pilote a toujours tendance à suivre la trace. Et quand le copilote, d'un coup, lui dit « Non, maintenant, il faut sortir de la trace, elle est fausse », tu peux avoir le doute. Tout le monde est allé là et toi, tu me dis qu'il faut aller là où il n'y a personne. Tu te prends pour C'est ça. Mais à un moment, effectivement, si le copilote te dit « Non, c'est sûr, c'est là », tu y vas. C'est ça. Et donc, il faut avoir confiance, effectivement, dans ton copilote. Alors,
Le copilote peut se tromper. Hein. Oui. Il peut arriver que j'y sois allé, mais que c'est pas là-bas en fait. Mais maintenant, avec l'expérience qu'on a tous les deux, les dernières fois qu'il s'est passé des choses comme ça, en tout cas, c'était bien. C'était un bon choix. Et donc voilà. Donc effectivement, il faut une confiance à 100% dans ton copilote, mais c'est aussi un travail entre nous en fait. C'est-à-dire qu'on en parle quand on sent que ça craint un peu. Moi aussi, j'ai les yeux ouverts. Des fois, il me dit c'est là. Je dis non, regarde là. Ah oui, putain. Ah ouais. Et Pas mal. Il peut y avoir un petit peu de négociation, entre guillemets. Non, tu lui fais confiance généralement. À un moment, s'il faut décider quelque chose, c'est lui qui décide. Ok. Ah ouais, d'accord. Il peut y avoir discussion, mais à un moment, s'il me dit non, je suis sûr, c'est là. Ok. S'il me dit je suis sûr, c'est là, c'est là. Il assume C'est son là. choix. Il a plus de choses sous les yeux, lui. Eh, c'est Oui, c'est ça, ouais. Et Xavier, du coup, malheureusement, ce sera ma dernière question. Toi, tu es tenant du titre en SSV. Seb, il va être le futur tenant du titre en Ultimate. Xavier, comment est-ce qu'on va sur un Dakar quand on est le tenant du titre? Est-ce que tu sais que tous les yeux sont braqués sur soi et c'est très difficile alors que l'année d'avant, c'est d'y aller les mains dans les poches? Enfin, en tout cas, tu avais la rage, mais t'es tranquille, quoi. c'est bien. Les mains dans les poches, non, on n'a retiens. pas de poche dans nos combis ça. Sparco. Mais non, ça change rien, on l'a fait, c'est super, c'est génial pour Polaris, c'est génial pour Free Media, ça nous lance dans l'aventure. Mais maintenant, non, ça apporte aucun avantage, aucun inconvénient. Pas plus de pression, c'est ça que je voulais te demander? Non, il va se passer plein de choses, donc on y va super Oui. humblement, et puis on donnera notre maximum, 100%, et puis après, advienne que pourra. On peut pas trop faire de plans et de... C'est le Dakar. Ouais, tu peux pas dire je vais faire entre 4 et 7 ou entre 1 et 3, tu peux pas donner des plans comme ça. Bien sûr, on y va pour gagner, et on veut tous gagner, et c'est ce qui nous anime, sinon on n'irait même pas. C'est ça. Mais tête basse et pieds sur terre, quoi. Il disait ça à un moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et vous partez quand? Je suis désolé, je suis en train de te foutre en retard. Vous partez quand, là, globalement? Parce que c'est le 3 janvier. Le 30 décembre, ouais. Ah non, d'accord. D'accord. Ah oui. Bon, en tout cas, le nouvel an, ça sera là-bas. Ah oui. Mon cher Oui. Anthony, ce sera la dernière chose parce qu'évidemment, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de BF Goodrich parce qu'ils vous équipent. Vous, les pneus, c'est grâce à eux qu'on fait cette émission. Encore une fois, merci. Tu vas nous parler un petit peu de l'implication de BF Goodrich sur toutes ces années au Dakar. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté sur cette épreuve? Je vais faire comme BF Goodrich, je vais être efficace. Évidemment. C'est mon objectif. BF Goodrich, en fait, c'est une longue histoire avec le Dakar. Donc, compétition off-road en 73. À l'époque, c'était aux États-Unis. Et puis en 93, au Paris-Dakar, déjà, il y a eu quelque chose qui a marqué l'histoire, c'est qu'il y a eu une victoire dans la catégorie deux roues motrices avec Jean-Louis Schlesser, déjà. C'était en 93, donc avec BF Goodrich dès le début. Le championnat off-road, il y avait un championnat qui existait à l'époque. Ensuite, il y a eu un petit passage à vide. Et puis là, maintenant, de nouveau, un championnat FIA W2RC. C'est pas le WRC, mais c'est le W2RC qui existe. Donc, BF Goodrich très impliqué. C'est une marque qui, en 150 ans, s'est beaucoup distinguée en fait, dans plein de catégories. Donc, pas que dans le off-road, même si on connaît beaucoup les thématiques BF Goodrich en off-road, mais il faut quand même rappeler que aux États-Unis, notamment, c'était en 1903 que c'est le premier véhicule qui était équipé de pneus BF Goodrich qui a traversé les États-Unis. Donc ça, c'était quand même pas mal. Il y a eu deux victoires consécutives aux 500 miles d'Indianapolis. Ah oui. C'est quand même intéressant. Et puis donc, au Dakar, 20 succès. Donc, dans l'histoire, c'est quand même quelque chose de parfaitement intéressant, avec 6 constructeurs différents, avec Mitsubishi, avec Volkswagen, avec Mini, avec Peugeot, Audi et Toyota. Et on espère Dacia, évidemment. Ouais. Ça serait bien pour la... Ça serait bien. Un bel équipage comme ça, ouais. Premier succès au général, en tout cas, c'était encore avec Jean-Louis Schlesser, avec les pneus Baja TA, et c'était donc avec le buggy moteur Renault, voilà, à l'époque. Trop bien. En tout cas, j'ai essayé d'être efficace. Magnifique. En tout cas, on voit que c'est une belle histoire d'amour et de passion des sports mécaniques. Et c'est ça qui les anime, c'est ça qui nous anime. Et voilà, c'est très très bien de pouvoir terminer là-dessus. Les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce fabuleux rallye, ce rêve que tous les passionnés de sport méca, on a tous, mais c'est très cool à regarder, c'est quelque chose qui est passionnant, et du coup, on pourra suivre ça sur cette chaîne, et puis en replay sur YouTube, et évidemment sur les réseaux sociaux, pour parler de vos performances. Oui, l'année prochaine, on sera sur place pour... Oui, mais évidemment, oui, mais là, je le piloterai, ce ne sera pas pareil. Je serai avec eux, j'aurai la combi, et t'inquiète pas, on mettra gaz. Bon, en tout cas, merci Seb, on te souhaite le meilleur. Et puis, pareil pour toi, Xavier, du coup, retourne avec le titre une deuxième fois. Et Seb, ce sera cette année, c'est la bonne année avec la Dacia Sunriders.
Merci d'être venu, de nous avoir accordé votre temps. Merci à Christian, je ne sais pas s'il est encore là, mais en tout cas, un honneur aussi de t'avoir parmi nous. Valentin. Je vous surveille, je suis encore là. Ah bah tu es encore là. Merci, c'est cool. Non, mais- En tout cas, voilà, pas bonne qu'il chance allait à pas toi aussi. finir, Mais attends. oui, non, c'est trop cool. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout, Christian. 21 participations, la 22e. Ça va encore carburer. Et puis, tu vas nous faire des merveilles, j'en suis sûr. Valentin, le classique, c'est pour toi. Ah oui, c'est pour toi. On va découvrir, on va y aller avec humilité, on va se faire kiffer. Exactement. Jean-Louis, pour terminer. Je veux l'encourager parce qu'il est la base qui a servi à la Rolls-Royce Jules. Ah oui, C'est la base Toyota. Le moteur, c'était un V8 américain, c'était un V8 Chevrolet, mais la base était le Land Cruiser. c'est beau. Ouais. Bon, Courage. Voiture, Parfait. incroyable. Jean-Louis, on se retrouve pour l'émission de clôture de Dakar. Et tu nous débrieferas ça avec nous. Et Anthony, nous, Oui. on se revoit tous les jours à partir du 3 janvier. Alors, si les gars, vous avez un peu de 5G, de 4G, de 3G, du Edge, ce que vous voulez, qu'on peut se faire un petit, Il en faudra un petit peu. un Non, petit, alors, à mon un petit avis, appel on vidéo. peut aussi accepter les messages enregistrés. Voilà, ça passe aussi. En tout cas, si vous voulez communiquer, on sera ravis de pouvoir parler de vous et de comment ça se passe, votre rallye. En tout cas, kiffez bien. Tony, on se voit le 3 janvier. Avec plaisir. Merci à vous d'être venus sur le chat en direct et à vous les tricheurs de YouTube, on vous reconnaît, mais merci quand même de nous regarder en différé. Et voilà, c'était un grand plaisir. Merci encore à BF Goodrich de nous offrir cette opportunité. On a débordé un petit peu, mais voilà, émission passionnante, pilote passionnant. On était obligé d'aller un peu plus loin que prévu. On se retrouve le 3 janvier pour la première étape, le prologue. Puis le 4, va falloir envoyer le pâté. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour Stream VF. Spécial Deadpool. Ah, ça y est, c'est leaké. Le nom de l'émission non. est sorti. Eh oui, Ah ça là va être très très cool. Merci de nous avoir suivis. C'était RS spécial Dakar avec BF Goodrich. Salut à tous. Merci Seb, merci Xavier. C'est- Merci Salut. Valentin. Merci. Salut Christian. Ciao.